Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, hym.media, le média internet. Laurent Fent avec vous pour un nouvel espace thérapeute où j'ai le très grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Céline Hervé-Bazin. Céline, bonjour à toi. Bonjour Laurent. Très heureux de t'accueillir dans le cadre de cette émission, sans compter que tu nous viens de Tahiti. On a de la chance, on a du monde qui fait des milliers de kilomètres pour venir dans cette émission. Céline, tu as aussi un pseudonyme, Tiaré. Tiaré, oui. Ça fait penser à la tiare. Est-ce que tu peux nous dire le pourquoi de Tiaré ? Alors Tiaré, c'est une fleur très connue de Tahiti qui sent divinement bon, qui est essentielle, rafraîchissante. Enfin voilà, j'aime beaucoup la fleur de Tiaré. Elle est à l'origine du monoï. Et en fait, la petite histoire, puisqu'on rentre directement dans les histoires, c'est la déesse Ina qui m'a donné ce nom. C'est un prénom que j'ai toujours aimé depuis toute petite fille. Une des pièces de théâtre que j'ai écrit, il y avait une Tiaré dedans et une Ina. Donc c'est un prénom qui me paraissait en fait très naturel de recevoir et c'est donc mon prénom de guérisseur et mon prénom tahitien. Tu, en dehors du fait de venir de Polynésie française, tu es né en France, mais tu as grandi jusqu'à l'âge de 7 ans au Maroc, Tout à fait, oui. élevé tantôt par ta grand-mère, tantôt par tes parents, donc des allers-retours avec la métropole. Il s'avère que tu as fait de très hautes études, un doctorat en communication, avec comme thème que tu avais choisi l'eau. Et on va voir à quel point c'est important parce que ça te suit encore aujourd'hui. Tu es parti notamment étudier aux États-Unis pendant 2 ans, je crois, à plusieurs années d'intervalle. Tu as eu l'occasion de travailler pour l'Europe, entre autres. Bref, tu es là où on t'appelle un peu partout parce que ton doctorat et ta spécificité de travail fait que on t'appelle au regard de l'eau et vu les problèmes de pollution à l'heure actuelle et de la législation qui entoure l'exploitation de l'eau, c'est de toute façon c'est l'or, j'allais dire, du 21e siècle. C'est une denrée qui se fait soit rare, soit est polluée. Et même encore aujourd'hui, on ne sait pas très bien ce qu'est l'eau, ses propriétés, on comprend mal comment cette dernière peut avoir telle ou telle fonction au regard de ce que l'on croit connaître de la physique et de la chimie. Donc c'est un élément qui nous constitue en tant qu'adultes à 70%, au même titre que la surface de la Terre est couverte à 70% d'eau, que la salinité de notre sang est la même que celle de l'eau de mer. Bref, il y a beaucoup de similitudes et ton travail, on va dire, est assez porteur aussi bien, on va dire, dans le monde moderne, avec la société civile telle qu'elle fonctionne à l'heure actuelle. Et puis, de l'autre côté, il s'avère qu'il y a de cela quelques années, tu t'es réveillé à toi-même. On va rentrer dans le détail après. Ça a totalement modifié ta perception, tes perceptions. Et puis, on va voir ce que tu proposes à ceux et celles qui, aujourd'hui, vont écouter cette émission. En tout cas, tu te définis en tant que médium. Oui. Alors, juste pour la petite parenthèse, est-ce que pour toi, la médiumnité, c'est de la clairvoyance ? Est-ce que ça n'en est pas ? Est-ce que c'est pas la même chose ? Est-ce qu'on pourrait parler de médiumnité ? Est-ce que ça pourrait faire écho à ce que l'on appelle le chaman ? Alors, je vais essayer de répondre par ce que je connais, c'est-à-dire que médium, c'est le mot médium en latin, c'est l'intermédiaire, c'est celui qui fait lien. Tu l'as dit, j'ai un doctorat en sciences de l'information et communication, donc le média, le médium, c'est au cœur de mon activité d'enseignante, mon cœur de parcours de doctorante. Et voilà, le médium en communication, c'est celui qui transmet le message. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce mot et que j'ai choisi finalement ce mot avec toutes les connotations négatives qu'il a, parce qu'il est fondamentalement positif. Il est là pour transmettre un message. Donc je définirais le médium comme un transmetteur de messages. Maintenant, par rapport à l'idée de chaman ou par rapport à l'idée de clairvoyance, je dirais que c'est complémentaire. Moi, dans la pratique que je vis, j'ai vraiment l'impression d'être ce miroir, d'être cette transmettrice, transmetteur, cette médiatrice de soins, de paroles, d'énergie. Et le chaman le fait un peu, la clairvoyance le fait un peu. Je dirais quand même que la clairvoyance, il y a un aspect beaucoup plus imprégné par rapport au temps et ce qu'il peut représenter, alors que le médium a un aspect peut-être plus dans le présent, puisqu'on est là pour recevoir une énergie, émettre une énergie, interpréter, etc.
Le chaman, oui, peut-être va plus représenter... Le médium, pour moi, c'est aussi, en tant que transmetteur, on est dans la transmission. Donc on a cet aspect enseignant que je pense que le chaman va avoir, ou le gourou, hein, parce qu'en sanskrit, gourou, c'est l'enseignant. Donc voilà, pour moi, le médium, ça représente cet intermédiaire que je suis perpétuel. Et cette transmission de messages que je vais apporter au fur et à mesure de ma pratique et en tant que professeur à l'université, en fait. Voilà. Donc de nombreuses casquettes. Pour ceux et celles d'entre vous qui désirent en savoir plus, je vous renvoie à 2 sites internet, celui de Céline, www.célinehervébazin, Bazin avec un Z, tout attaché, enlevez les accents, .wordpress.com. Ça, c'est pour le site internet de Céline. Et puis, il y a aussi le site internet manuiti.com. Je vous l'appelle M-A-N-U, le tiret du 6, iti.com. Alors, on va y revenir, on va parler de c'est une association. Hein. Tout à fait, oui. On va avoir l'occasion de développer là aussi ta présence au sein de cette dernière. Alors, en fait, ton réveil a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 3 ans. 3 ans. Ce que j'adore quand je reçois des personnes comme toi, c'est ceux qui ont eu l'occasion de parcourir une vie on ne peut plus classique dans notre monde occidental, qui avaient peu ou prou de connaissances ou d'ouverture vis-à-vis de la spiritualité, ce genre de choses, et puis qui du jour au lendemain, j'allais dire patatras, ou abracadabra, ce qui sont peut-être plus intéressants. Voilà, on voit l'autre côté de la pièce, un monde nouveau s'ouvre, et puis là, la question qui se pose, c'est est-ce que j'assume ce que je vois alors que je n'y croyais pas, et d'être ce fameux transmetteur, ou en tout cas de témoigner. Donc, un sacré parcours. Alors, je l'ai dit, tu as grandi au Maroc, en tout cas une bonne partie de ton enfance. Retour dans la métropole lorsque tu avais 7-8 ans. Tu as une jeune sœur, vous avez 2 ans et demi d'écart. Des parents, j'allais dire, on ne peut plus classique, travail. Ce qui m'intéresserait de prime abord, c'est quel était le lien, si lien il y avait, avec tout ce qui a trait à la spiritualité. Et j'y inclus la religion, si religion il y avait. Ça va être la première réponse que je vais donner. J'ai grandi dans une famille catholique, très catholique, pratiquante, du côté Hervé Bazin, donc de papa. On est des catholiques très pratiquants, avec une tradition très forte au regard de la religion. Et du côté Barbera, donc de ma maman, aussi très catholique, très pratiquant. Et en même temps, j'ai grandi au Maroc, un pays musulman qui a longtemps accueilli des populations juives. Donc il y avait une cohabitation avec les 3 religions. Donc j'ai envie de dire, moi, ce que j'ai reçu comme enseignement, c'était un enseignement catholique d'abord, mais aussi monothéiste, c'est-à-dire au regard des 3 religions principales des 3 livres. Et après, au fur et à mesure de mon enfance, j'ai été un peu ouverte aux autres religions, mais on va dire de manière très classique. Il existe le bouddhisme, il existe l'hindouisme, mais c'était très distant. Quand j'ai entendu pour la première fois le mot polythéiste ou animiste en Afrique, je l'ai regardé, je l'ai entendu, mais voilà, mon éducation était très très éloignée de tout ce qui est, on va dire, plus oriental et très classique, avec des parents qui étaient dans cette religion, mais qui nous ont quand même enseigné des valeurs d'ouverture et d'écoute. Donc voilà, j'ai dit toujours aujourd'hui que je suis catholique, je reste une catholique parce que c'est ma famille et ce sont mes racines. Après, du fait de mon réveil, je suis devenue, j'ai envie de dire, une espèce de mixture de religion, une mixture de croyances avec une conviction, c'est que nous sommes un, qu'il y a une source, qu'il y a un univers qui nous englobe. Lorsque tu grandis, au regard de celle que tu es devenue aujourd'hui, forcément, moi, je me pose la question du lien que tu pouvais avoir avec la nature. Alors, j'avais un lien très très fort avec la nature pour autant, c'est-à-dire qu'ayant grandi en partie au Maroc, nous avions une maison face à la mer, alors vraiment, vraiment face à la mer, c'est-à-dire qu'on ouvre le portail, on a le sable, donc c'était génial. Il y a une barrière, en fait, de rochers, donc on entendait l'océan qui se cassait, en fait, sur la barrière avec ce bruit musical, endormant, qui
Et en fait, au cœur de mes sensations d'enfant, parce que quand je m'endormais, j'entendais cette mère qui me berçait, littéralement, et une grand-mère et une maman qui adoraient l'eau. Donc moi, j'ai adoré l'eau. Enfin, vraiment, dès qu'on m'amenait à la plage, je me jetais dedans, peu importe la température. J'étais réputée, entre guillemets, pour ça, c'est-à-dire que j'avais un attrait très, très fort pour l'eau, très, très fort pour la nature. J'ai adoré aller marcher, alors que pour le coup, mes parents n'étaient pas spécialement des marcheurs. Et moi, dès que j'étais dans la nature, en fait, j'étais heureuse. Le premier élément qui m'a rendue vraiment heureuse, c'est l'eau. Et après, c'était voilà, la forêt, la montagne. On a été faire des vacances au ski. J'ai découvert la neige. J'ai été fascinée par la neige, fascinée par les sapins. Enfin, voilà, j'ai eu un amour inconditionnel de la nature très, très vite, très inné. Et je pense un respect de cette nature qui me parlait. Je ne comprenais pas forcément ce qu'elle me disait, mais je sentais qu'elle me parlait. Pour ce qui est des études, tu me disais en termes finalement que tu as été poussée par ta famille à faire ces hautes études, alors que pour toi un IUT en communication a largement suffi. Obligé de choisir donc un thème de doctorat. Pourquoi l'eau ? Ah, c'était une évidence en fait. J'avais un petit peu la mémoire, la caractéristique de vouloir changer le monde. Je me suis vite rendu compte, j'étais claire sur le fait que je voulais faire des études de communication. Ça, c'était très clair. Je voulais écrire, je voulais communiquer. C'était vraiment dans mon ADN. Donc j'ai choisi la communication, fait un certain nombre de compromis avec mes parents. J'ai intégré le CELSA, donc haute étude, qui a permis de répondre à des attentes. Et c'est vrai qu'en étudiant la communication, je me suis aperçue qu'on pouvait communiquer sur tout et n'importe quoi. Pour moi, il fallait que ça ait du sens. Et l'environnement, cet attachement à la nature, faisait sens. L'eau faisait sens. Et là, c'est un des meilleurs conseils que m'a donné ma maman. Elle m'a dit, choisis quelque chose que tu aimes. Et c'est vrai que tu aimes l'eau, Céline. Donc, c'est rentré dans ma tête et je me suis dit, mais c'est une évidence. Et ensuite, la seconde évidence, c'est que c'était sur les femmes. Et en fait, au Maroc, il faut savoir qu'on fait des enfants pour la corvée d'eau, et notamment des petites filles. C'est-à-dire que dans la famille, elles vont se dédier à la corvée d'eau pendant toute leur enfance. Donc ça veut dire qu'elles n'ont pas accès à l'éducation. Moi, l'anecdote que je raconte souvent, c'est que j'avais une nounou qui nous prenait quand même en charge de temps en temps. Et elle m'a amenée une fois dans sa maison. J'ai vu sa petite sœur, qui avait mon âge en fait, et qui s'occupait de l'eau. Et la petite fille que j'étais, qui devait avoir 7, 8 ans, 9 ans, s'est dit, il y a quand même une injustice. Je peux jouer, aller à la mer, elle doit passer son temps à porter l'eau. Et en fait, c'est quand j'ai dû faire ce choix de me dire, qu'est-ce qui va faire sens, c'était ça qui me faisait sens. Je voulais réparer en fait cette injustice avec mon regard très naïf, très bisounours. Je me suis dit, il faut parler de la petite fille qui porte l'eau, parce que ça freine l'émancipation de la femme. C'est injuste, ça fait des situations d'injustice entre deux petites filles qui sont nées dans un endroit différent et qui n'ont pas les mêmes chances. Et c'est comme ça en fait que j'ai choisi ce thème-là. Et ça m'a emmenée très très loin, bien au-delà de ce que je pensais, où je pensais aller. C'est-à-dire que j'ai commencé ma thèse en fait en 2005 et en 2008, l'ONU a choisi pour thème l'eau et la femme. J'étais en train de quasiment terminer ma thèse et j'ai été, entre guillemets, comme je dis souvent, bombardée. Experte en communication sur l'eau et en particulier l'eau et la femme. Et donc j'ai été invitée à l'UNESCO. Donc c'était là encore une espèce de pression, parce qu'être invitée à l'UNESCO, on se dit mais comment je vais faire? Et je me souviens, il y avait 300 personnes dans cette salle, c'était très institutionnel et je me suis dit mais comment ça se fait que je vais me mettre à parler à côté des personnes qui étaient beaucoup plus âgées que moi? Il y avait très peu de femmes, donc j'étais une jeune femme qui arrivait en communication, alors que la plupart des gens c'était des ingénieurs, parce que le secteur de l'eau c'est essentiellement des ingénieurs. Moi j'arrivais avec une approche sur la communication, sur l'eau, sur les femmes. Je veux dire, je cumulais entre guillemets un aspect un peu rebelle, un peu différent, mais du coup j'ai assumé ma différence et en fait il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que j'ai été applaudie. Et beaucoup de personnes sont venues me poser des questions, et notamment beaucoup de personnes, on va dire, qui appartenaient à une génération plus proche de la mienne. Les autres ingénieurs qui étaient habitués à un certain type de discours, eux, ont été un peu surpris. Beaucoup m'ont dit, on n'a rien compris en fait. Alors j'avais une espèce un double discours, un double public, et je me suis dit, déjà à l'époque, je me suis dit, je suis là pour faire l'intermédiaire en fait. J'avais déjà cette conscience que j'ai apporté quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que ça m'a aussi amené très loin, à être invitée dans beaucoup de pays, parce que le monde de l'eau a besoin de renouvellement, a besoin de jeunes femmes, a besoin de communication. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans des endroits, je veux dire,
J'étais invitée à Berkeley, j'ai été invitée à la Commission européenne, j'ai été invitée à l'ONU-O. Enfin, je vais dire des trucs qu'on se dit. Voilà, de grandes organisations internationales. Et en même temps, j'ai été invitée quand j'ai fait beaucoup de terrain, parce que je me suis amusée à aller dans plein d'endroits pour éveiller ma curiosité. Et j'ai été invitée par des personnes très humbles à vivre dans leur maison, à prendre leur voiture. Enfin, j'ai bénéficié d'énormément de générosité. Et je dis toujours que pour moi, c'était un pèlerinage énergétique. Et c'était une très grande richesse. Et surtout, il y a des moments, voilà, je me suis retrouvée dans des situations, je me suis dit, mais comment je vais m'en sortir? Et j'ai assisté à des miracles. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est sorti de nulle part et qui m'a dit, ah bah je vais t'accompagner là-bas, ah je vais te prendre sous ta coupe, je vais t'aider. Enfin, j'ai tellement d'anecdotes de voyage qui montrent la générosité du monde, ou tellement d'anecdotes de ces conférences très institutionnelles qui montrent que voilà, on est plus prêt au changement qu'on ne le croit, qu'il y a plus de compréhension finalement humaine en dehors de ces grands discours très figés, très institutionnels. Donc c'était un parcours inattendu, un très beau voyage que j'ai pu faire avant d'arriver là où je suis aujourd'hui. Alors, question, c'est intéressant parce que quand on parle de l'eau, tu as mentionné que tu avais grandi au bord de la mer, et la mer, c'est comme l'archétype de la maman, et donc de l'eau, c'est la même chose. Donc de ce lien spécifique que tu peux avoir, je ne sais pas dans quelle mesure dans ta thèse tu as mentionné les travaux de Benveniste ou du docteur Luc Montagnier, le professeur qui a eu ce prix Nobel et puis qui a en même temps répertorié ou rendu peut-être fait un retour au public de tous les travaux de Benveniste. Dans quelle mesure ça a été un élément important dans ton travail? Alors j'en ai parlé un petit peu. Ça n'a pas été l'auteur central en fait que j'ai utilisé, parce que c'était quand même assez lié à la psychologie et que je suis dans les sciences de l'information et communication, donc je devais quand même orienter par rapport à nos théoriciens les sciences de l'information et communication. C'est le moment où j'ai l'impression de porter la casquette, très fière d'être sciences de l'information et communication, mais Benveniste m'a beaucoup marqué. Dans ma thèse, je l'ai peu évoqué parce qu'il n'était pas forcément présent au regard des attentes de mon diplôme universitaire. J'ai beaucoup utilisé Bachelard, parce que Bachelard parle beaucoup d'imaginaire et a fait quand même un livre sur l'eau et les rêves, où il parle beaucoup de ce lien quasi émotionnel, maternel, originel, dont parle aussi un peu Benveniste, du regard qu'on a sur l'eau, et que finalement c'est le retour au placenta, le retour à la maman, le retour à la mémoire, voilà, donc j'ai plus utilisé Bachelard parce que lui, il correspond plus. Barthes en parle un petit peu en fait aussi. Et voilà, j'ai utilisé d'autres auteurs en fait qui m'ont permis de construire un petit peu cette approche théorique. Mais in fine, j'ai envie de dire, ils vont véhiculer cette approche commune que l'eau, c'est parler de notre identité profonde. Et la première où nous sommes nés finalement, c'est cette identité de l'eau maternelle, le placenta, pas forcément la maman, au sens le corps de la maman, c'est vraiment cette eau que porte la maman et qui nous nourrit dans notre identité et qui fait qu'on a un rapport très émotionnel à l'eau. Je vous ai parlé de certaines personnes qui ont réfuté un peu mon travail, et notamment dans mon jury de thèse, quelqu'un a énormément refuté de manière très forte et émotionnelle, et j'ai eu l'explication qu'un an et demi après, c'est parce qu'en fait, c'est quelque chose qui a un aspect tellement intime que ça va générer des réactions épidermiques, en fait, ce sujet-là. Parce qu'on parle de cette mémoire-là qui est très profonde, qui est très ancienne, et qui, du coup, provoque parfois des choses émotionnellement dérangeantes, en fait, en tout cas, questionnantes. Mais du coup, j'ai appris à ce que mes travaux provoquent, entre guillemets, cette forme de remise en question, cette forme parfois de confrontation violente. Et voilà, Benveniste, j'ai même envie de dire Freud, j'ai même envie de dire beaucoup de psychologues le disent, c'est-à-dire que dès qu'on touche à des choses qui sont dans l'origine de la personne, il va y avoir un rejet. Parce que je te tends un miroir et je te montre tes défauts, ou je te montre quelque chose que tu n'as pas encore compris et que tu vas comprendre. Donc c'est magnifique, je trouve que c'est un côté... J'aime beaucoup la citation de Paul Claudel qui dit l'eau, c'est le regard sur le monde, c'est notre regard, c'est notre appareil à regarder le monde. Et c'est vrai que mon travail m'a montré, mes expériences, mes échanges m'ont montré que en parlant d'eau, on rentre dans la personne, on rentre dans son eau. Tu as dit, on est à 70% d'eau. Moi, je suis persuadée, je trouve ça très beau de dire,
Si tu as 170% d'eau et que je parle à ton eau, ça veut dire que je vais parler à 70% de ton être. Et donc voilà, en travaillant sur cet objet, parce que c'était un objet, j'ai finalement travaillé sur une ressource et j'ai travaillé sur quelque chose qui constitue l'identité des personnes. Donc je me suis préparée à mon réveil. Comment la vie t'a amené à partir à Tahiti ? Pourquoi y être resté ? C'est une très bonne question. J'aime beaucoup aussi raconter cette histoire. J'ai toujours su que j'allais aller à Tahiti en fait. Je l'ai su dès que j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ouais, tu me disais que tu faisais des dessins. Voilà. Ma grand-mère, quand elle est décédée, nous avons retrouvé un de ses dessins. J'avais dessiné des Vainés qui lui embrassaient des bisous. Et maman, en retrouvant ce dessin, m'a dit « Mais j'ai aucune idée comment tu as fait pour dessiner des Vainés. » Et je raconte du coup notre anecdote d'une autre copine qui vit, elle, au Maroc, qui a épousé un Marocain et qui m'a dit « C'est drôle, ma mère vient de retrouver un dessin. J'avais dessiné que des mosquées. » Il n'y avait aucune raison pour qu'elle ait dessiné. Donc parfois, je pense que l'enfant, on sait des choses. On les oublie parce que l'éducation, la société, les études, les rencontres, plein de choses. Vers 20 ans, quand j'ai commencé à vraiment avoir l'envie de voyager, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a très très vite démangé. Donc j'ai vite commencé à voyager par mes propres moyens. J'ai su que j'irais un jour à Tahiti. Vraiment, c'était très très clair dans ma tête. Je ne savais pas pourquoi. Et surtout, ce qui était clair dans ma tête, c'était tu ne vas pas y aller tout de suite, ma grande, parce que quand tu vas y aller, il va se passer un truc que tu ne vas pas aimer, quoi. Il y a quelque chose qui sourdait au fond de toi. Qui disait, parcours le monde, parce que si tu y vas, tu risques d'y rester. Et je voulais certainement pas rester dans un endroit que je ne connaissais pas et dont j'avais l'impression que ça me faisait peur, en fait. Et puis insulaire, c'est quand même toi qui aimes bien bouger, voyager. Ouais. Je suis au bout du monde, je suis dans un endroit quand même, il n'y a que de l'eau autour de nous. Bon, après, il n'y a pas de hasard non plus. Et mon premier petit copain, entre guillemets, était né aux Marquises. Donc il y avait là aussi... Donc à partir de ce moment-là, j'ai écrit cette fameuse pièce de théâtre où il y avait donc un personnage qui s'appelait Ina et un autre qui s'appelait Thierry. Et là, je me suis fait la promesse que j'irais un jour aux Marquises et que je me ferais tatouer aux Marquises. Donc je savais qu'un jour, j'allais à Tahiti. Mais pareil, je me suis dit, attends, tu n'es pas prête pour y aller. Donc j'ai attendu. Vers 32 ans, je sentais qu'il y avait plein de choses dans ma vie qui, on va dire le mot, déconnaient. Ça cassait dans tous les sens. Voilà, ça partait à volo, quoi. C'était le grand bazar dans ma vie. Je me suis dit, il faut que tu ailles à Tahiti. C'est comme ça que c'est commencé à arriver. J'ai pris mon premier billet. Comme d'habitude, les peurs ressurgissent. Ma grand-mère a fait une crise cardiaque. J'ai annulé mon billet pour rester à ses côtés. J'ai mis 2 ans de plus et au bout de 2 ans, c'était encore plus le bazar dans ma vie. C'était vraiment l'hécatombe, l'apocalypse. J'avais l'impression de me prendre claque sur claque. C'était... Voilà, je suis partie en Polynésie, j'avais pris mon billet. Vraiment, toutes les raisons faisaient que j'aurais dû rester en France. Parce qu'il y avait tellement de choses qui partaient dans tous les sens qu'il aurait dû que je reste en France pour gérer ce qui m'arrivait. Et je me suis dit non. D'ailleurs, mon beau-père m'a dit, il faut que vous partiez. Il est temps que tu partes. Et donc, je suis partie. J'avais l'impression d'avoir vécu l'apocalypse. Je me souviens d'être dans cet avion et de me dire, pourquoi je pars ? Où est-ce que je vais ? Alors que j'ai l'impression de laisser tellement de choses non ordonnées, quoi. Et je suis arrivée là, et je me souviens de la sortie de l'avion. J'ai regardé autour de moi et je me suis dit, mais je suis chez moi. C'était vraiment le premier mot qui est sorti de ma bouche. Et j'ai vu cette espèce d'énergie. Pour le coup, on peut vraiment parler d'énergie. J'ai senti la tiarée, j'ai senti la nature. Et je me suis dit, je suis chez moi. C'était vraiment incroyable, quoi. Et d'ailleurs, les Polynésiens qui m'ont rencontré très vite m'ont vu que je retrouvais tous mes repères. Je veux dire, on n'a pas besoin de leur donner un plan. Alors, c'est pas très compliqué, Tahiti, bien sûr, mais quand même, il y a quelques rues. Je conduisais, je savais tout, quoi. Les Polynésiens, souvent, m'ont dit, mais on a l'impression que tu connais mieux la Polynésie que nous. Alors que ça faisait même pas un mois que j'étais parmi eux. J'avais une espèce de retour à la nature, de retour à mon âme, de retour à qui j'étais, qui était si puissant que je me suis dit, ok, donc je suis en Polynésie pour une raison. Et je me suis réveillée, j'ai fait un processus pendant 1 an et demi où j'ai libéré et nettoyé énormément de mémoire. Comment ? J'ai ordonné, j'ai ordonné beaucoup de choses en France. Et donc une des premiers outils dont j'ai envie de parler en Polynésie, c'est le Ho'oponopono, qui est très connu à Hawaï. Le Huna, j'ai lu un livre qui m'a fait parler de ces mémoires cellulaires qu'on peut transformer par le cerveau, le pouvoir de la manifestation et par l'alimentation. Donc j'ai découvert ça. J'ai rencontré une guérisseuse qui, elle, vit en France, mais dont sa famille, en fait, est basée en partie à Tahiti. Donc en fait, son oncle
s'est mariée à une Tahitienne, donc elle a un neveu à Tahiti. Et en fait, ce sont eux qui m'ont accueillie en premier. Donc, ils m'ont parlé en fait d'elle. Quand elle est venue, elle m'a dit, est-ce que tu veux faire un soin? Elle m'a parlé, voilà, elle m'a expliqué plein de choses. Et en fait, en faisant le soin avec elle, j'ai eu en fait ce moment très très fort où ma respiration s'est arrêtée, où mon cœur s'est arrêté et où j'ai eu l'impression de voir une mémoire ancienne, enfin mon arrière-arrière-grand-mère, hein, pour être clair, à côté de moi et me dire il est temps que tu lâches. Et en fait, j'ai vraiment eu l'impression que la douleur qui était logée dans mon cœur est montée comme ça, est sortie par le souffle et je l'ai vue sortir. Ça me fait penser à la petite sirène Ariel, hein, vous savez. Ouais. Et là, j'ai éclaté en larmes. Et c'était une révélation. J'ai envie de dire que je me suis dit, ok, les chamans, les gourous, les guérisseurs, les magnétiseurs ont un pouvoir irrationnel, ont quelque chose qui permet de guérir en fait. Et à partir de là, j'ai fait plusieurs types. Donc je devais faire le deuil de mon grand-père, je devais faire le deuil de beaucoup de choses. J'ai fait des cérémonies, je me suis fait des quarantaines, c'est-à-dire que j'étais très christique. Je fais 40 jours de désert. Donc pendant 40 jours, je ne mangeais pas tel truc. Enfin voilà, je faisais un rituel tous les matins avec des prières tous les matins, etc. Puis un jour, donc j'étais vraiment dans ce processus de je libère, je nettoie, pas d'homme, parce que l'objet bien sûr qui a été vraiment révélateur, c'était ma vie amoureuse qui était désastreuse. Et donc j'ai dit voilà, t'arrêtes tout et tu te consacres à toi, à ce nettoyage de guérison. Et donc on m'a parlé de soins énergétiques. Et alors là j'ai dit, c'est pour moi. Enfin, je connaissais rien, je ne savais pas ce que c'était, j'avais jamais entendu parler de pommes. Juste une parenthèse, excuse-moi. Il est où ton esprit rationnel dans toute cette histoire? Parce que le moment où tu mets le pied là, il était en sourdine. Je l'ai mis de côté pendant 1 an et demi. Et sans te poser de questions? Ah si, je pense, tous les jours je m'en posais, mais en fait j'étais tellement convaincue qu'il fallait que je guérisse des choses, parce que vu ce que j'avais tout laissé en France, vu les personnes qu'on me mettait sur mon chemin qui étaient d'une générosité, d'une gentillesse, et puis une envie profonde de changer ma relation aux hommes, ma relation au travail, je me suis dit, ton esprit t'a guidé sur plein de choses et t'a apporté plein de choses, mais je crois qu'aujourd'hui, il est temps d'écouter cette espèce de magie qui s'est opérée en toi quand tu as libéré cette mémoire de ton arrière-grand-mère. Donc je pense que mon intuition a pris le dessus. Et en Polynésie, on dit que les fréquences sont très élevées, hein. Donc je pense que mon énergie féminine a pris le dessus, mon intuition a pris le dessus, et même si mon esprit rationalisait, je pense je l'ai mis un peu de côté, quoi. Je lui ai dit, tu restes tranquille, on va faire confiance à ce qui nous arrive, on va tester. J'ai une nature très curieuse. J'ai beaucoup voyagé, j'ai toujours été ouverte à beaucoup de choses, donc je pense que c'est ça qui a permis d'une certaine manière de... Voilà, puis j'ai continué quand même à travailler, j'ai continué à gagner de l'argent, à avoir une vie entre guillemets avec des amis, à rester normale, donc ça avait l'air logique. Mais pour revenir à l'histoire des soins énergétiques, donc Monsieur Luc Baudin annonce qu'il arrive en Polynésie, on m'en parle sur un hasard là aussi complet, et là je me dis, bon... J'avais lu son livre sur Ho'oponopono et je me suis dit, je sens que c'est pour moi. Et en fait, on me montre un livre, et ce livre, je le voyais tout le temps à la bibliothèque où je passais. Et je me dis, ce livre, il faut que je le livre. Et en fait, quand on m'a montré ce livre, je me suis dit, faut que j'aille faire ce stage. Je me suis inscrite, je ne me suis pas posé de questions, j'ai pris le stage. J'ai vu ma sœur qui me dit, mais je connais quelqu'un qui fait le protocole Luc Baudin, fais-le. Donc je l'ai fait en France, et tout ce que j'ai ressenti, je me suis dit, bon, il va se passer quelque chose pendant ce stage. Je me suis retrouvée sur le même vol que Monsieur Luc Baudin. On était à 3 sièges. Donc il m'a vu, on a parlé et tout. Mais sauf qu'il s'est passé encore 3 semaines avant le début du stage énergétique. Et j'ai fait un rêve que j'aime beaucoup à raconter. La veille de ce début de stage, je voyais une forteresse. On était dans James Bond, hein. C'était... au fond de la Russie, il neigeait, un truc imprenable. Bunker. Le bunker. Et en fait, je vois des soldats qui essayent de libérer ce bunker, cette caserne, cette prison. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Et là, je vois en fait à un moment, au bout d'un certain temps, quand même, on sent que c'est laborieux, un petit soldat qui ouvre une trappe, et là, la lumière qui arrive en disant, ça y est, c'est libéré. Le rêve switch. On voit un barrage, on retrouve l'eau, qui explose. Mais alors, c'est absolument pas violent, c'est très naturel. Ça se fait comme si le barrage était en argile, en fait.
et la rivière qui reprend son cours normal. Et je suis un oiseau blanc qui retrouve cette rivière et qui observe avec une paix, enfin un amour fort que j'ai rarement senti en rêve, et je me réveille. Et alors là, c'était le début du stage, et je me suis dit, ça va être une révolution ce truc, est-ce que j'y vais quoi? Là, mon esprit, j'y suis allée à pied, marcher 25 minutes, alors ça peut paraître anodin, mais à Tahiti, marcher c'est pas commun parce qu'il fait 27 degrés dès le matin, et on sait que si on arrive à un endroit après avoir marché 25 minutes, on est juste en nage, donc on sent mauvais, enfin, c'était quand même un choix très fort, mais je me suis dit, j'y vais aller à pied, et effectivement, j'ai vécu une révolution, j'ai fait de très très belles rencontres. Les 2 premiers jours ont été horribles, mon esprit rationnel refusait tout. Heureusement, monsieur Luc Baudin était très gentil, il m'a beaucoup aidé, tous les gens qui étaient là m'ont beaucoup aidé, on souffrait tous ensemble parce qu'on était tous là pour régler des choses, donc ça avait un côté assez fort. Et en fait, c'est le week-end d'après, je me suis retrouvée avec 4 copines de ce stage, et on a fait en fait un soin à quelqu'un qui avait une sciatique. Les 3 copines ont arrêté parce qu'elles se sont dit on va pas y arriver. Céline, on te laisse faire, tu as l'air de maîtriser. Et en fait, j'ai rien pris de tout ce que j'avais appris avec M. Baudin. J'ai oublié complètement son protocole. Mes mains se sont mises à bouger. J'ai vu de la lumière et j'ai eu l'impression d'être comme un docteur. J'avais une aiguille avec du fil et je me suis mise à réparer en fait sa colonne vertébrale avec un fil lumineux. Et là, j'ai eu 3 images, en fait, 3 images qui étaient en fait 3 instants de vie pour elle. Et je me suis arrêtée, elle s'est remise à marcher, elle avait plus mal, elle a pris de l'eau, son mari a dit mais qu'est-ce qui se passe quoi? Elle m'a regardée, elle m'a fait j'ai eu l'impression que tu m'as opérée avec un fil doré. J'ai fondu en larmes et je lui ai donné ces 3 instants de vie. Et en fait, ça expliquait, donc elle venait de faire un voyage autour du monde. J'avais vu un voilier autour du monde, et donc elle avait vécu une tempête où son dos avait énormément souffert. La deuxième image que j'ai vue, elle était sur une plage, en fait, je savais que c'était genre Bolivie, Colombie, et elle a accouché d'un enfant, avec des sœurs autour d'elle, et elle m'a dit qu'elle avait accouché dans un couvent après s'être fait virer de manière complètement outrancière par leur boss, entre guillemets, en Colombie, et qu'elle avait accouché dans un hospice. Et donc elle était toujours très très anxieuse pour sa fille, parce que c'était un accouchement généré par beaucoup de peur. Et le troisième, c'était une image, elle était à Moscou, ou Saint-Pétersbourg, enfin pour moi c'était une de ces 2 villes, et elle avait 20 ans, 21 ans, 22 ans, enfin c'était très clair dans ma tête, et elle avait un nuage au-dessus d'elle. Et là, ça fut son tour de pleurer, elle m'a dit c'est l'année où j'ai perdu mon père. Et donc là, toutes mes copines m'ont dit Céline, il se passe un truc. Et j'ai fait ouais, mais mon esprit a bloqué. Et j'ai mis vraiment 8 mois à accepter. Alors le destin a fait que ça s'est vite su, parce qu'en Polynésie, on a une culture de l'énergie très très forte, un lien encore très très fort à ça. Donc on respectait en fait énormément ses capacités. Donc beaucoup de gens sont venus me voir. Donc j'ai reçu différentes personnes. Ça m'a permis de rationaliser, avoir confiance, pratiquer en fait d'une certaine manière en tâtonnant un peu, alors qu'il y avait une grande partie de moi qui disait mais qu'est-ce qui m'arrive quoi. Donc c'était une espèce de mouvement aller-retour en disant non, oui je veux plus, non, oui je veux plus, non, oui je veux plus, jusqu'au décès de ma grand-mère. Et là, quand j'ai vécu le décès de ma grand-mère, j'ai vécu une expérience formidable en l'aidant en fait à passer de l'autre côté de l'autre côté des énergies, comme on dit, la porte du paradis en fait. Et c'était tellement pur, tellement magnifique que je me suis dit ok, en fait tout ce que je fais a une utilité, ça a une forme de raison. Je la comprenais pas à l'époque, je la comprenais inconsciemment mais pas rationnellement. Et j'ai dit ok, il est temps d'accepter. Et donc je me suis acheté plein de livres. J'ai rencontré plein de médiums et j'ai commencé en fait à nourrir mon esprit rationnel de preuves scientifiques que l'âme existe, que les énergies existent, que c'est un mode finalement d'information certes invisible mais qui est très organisé, et que ce que je fais c'est juste être médium, un intermédiaire entre des informations qui circulent dans l'eau, dans les atomes, et une personne qui est là et qui a besoin de cet intermédiaire en fait pour écouter. Et c'est comme ça que j'ai ouvert ma patente, comme on dit, parce qu'il y a une patente en Polynésie de guérisseur-magnétiseur, incroyable, parce que c'est très respecté. Et j'ai commencé à recevoir mes premiers patients.
C'était une aventure. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment... alors, je reviens dessus, hein, tu l'as exprimé, oui. Mais moi, j'aimerais en savoir plus, si possible. Oui. Comment on peut avoir eu le parcours que tu as eu, d'excellence, ne pas avoir du tout entendu parler d'énergie ou éventuellement de médiumnité, mais aujourd'hui, dans toutes les sphères de la société, on va voir la médium, la voyante, l'astrologue, sans forcément trop y croire, si ce n'est certain, et il y a beaucoup de charlatans, etc. Bref, tu parlais du gourou, l'enseignant, dans le bon sens du terme, mais ici, c'est très connecté. Alors, je ne sais pas comment tout cela est perçu dans l'aura de la Polynésie française, si c'est encore très vivifiant, et dans quelle mesure peut-être la culture que tu as eue en Europe, métropole, a pu peut-être à travers des conditionnements te dire non mais tout ça c'est du fratras de superstition, Céline, ma pauvre fille, vas-y redescends, arrête, qu'est-ce qui se passe? Alors je pense que déjà il faut nuancer, parce que je pense que ma petite cocotte minute a vu plein de choses, mais qu'elle a refusé d'exploser. Déjà, il y a l'écriture dans ma famille qui est très forte, et j'ai écrit depuis toute petite. Je veux dire, quand j'avais 9 ans, tout le monde voulait faire plein de métiers, moi je voulais être poète. Enfin, j'étais très claire dans ma tête, je voulais être écrivain, je voulais être poète. Donc je pense que déjà le rapport à l'écriture, le rapport à l'art, c'est une manière d'exprimer une médiumnité. Donc je pense que ça a été ma première manière de l'exprimer. J'ai passé beaucoup de temps dans l'eau. Et je pense que c'était une autre manière de calmer, de l'apaiser, parce que clairement mon esprit, mon éducation, ma société de référence le refusait. On m'a parlé de médium, de voyant, je regardais toujours ça un peu, voilà, les gens qui lisent les mains. Voilà. Et puis, pour moi, c'était Madame Irma, on paye 100 francs, et puis on a une carte, et puis voilà, c'est... ma première roommate aux États-Unis était à fond dans l'astrologie. Donc, ta première quoi? Ma première camarade de chambre. Ah oui, on appelle ça une roommate aux États-Unis. C'était une jeune femme d'origine bosniaque, donc elle avait une histoire assez impressionnante, et qui, en fait... adorer l'astrologie. Donc j'ai appris beaucoup de choses sur l'astrologie, et j'ai commencé à percevoir qu'il y avait une forme de science en fait. Donc ça a été aussi une manière de le comprendre. Je pense que dans ma famille il y a des mémoires, c'est-à-dire que du côté de mon papa il y a des magnétiseurs, du côté de ma maman il y a des guérisseurs. Donc je portais ce qu'on m'a appris quand j'ai annoncé à tout le monde que je l'étais. Mais là tout d'un coup mon cousin me dit « Ah mais t'es pas au courant, la tante machin elle est là. » Et puis la tante machin, il y a donc les trucs, les petits secrets de famille. Donc ça veut dire que je le portais en moi. Mais c'était, là encore, mis dans la cocotte minute, parce qu'il y avait une religion, une société, un nom, enfin voilà, plein de choses qui ont fait que non. Et en fait ce sont les rencontres qui ont permis de désamorcer petit à petit mon esprit. Donc je me suis j'ai découvert le yoga aux États-Unis. J'ai découvert ensuite le tai chi, j'ai découvert le shiatsu. Alors là aussi un truc incroyable, quelqu'un qui passait en fait un diplôme de masseur occidental, mais qui avait d'abord été formé au shiatsu, m'a demandé d'être son cobaye. Donc j'ai eu des massages de mes mémoires gratuits pendant quasiment 1 an. Je pense qu'il m'a, je lui dis merci de tout mon cœur, parce que je pense qu'il m'a aidé à libérer énormément de choses par son exercice. J'ai fait beaucoup de voyages. Pour moi, on va parler du mana. Le mana est dans les lieux, il est dans les objets, il est dans les gens. Alors, la définition du mana, c'est comme le chi, le ki, voilà, ou le c'est prana. Un souffle sacré, c'est un souffle énergie sacré. Vitale, une énergie vitale, une énergie sacrée, une connexion au divin. C'est une source d'amour, quoi. Et donc, du coup, je pense que j'ai fait un pèlerinage énergétique dans plein d'endroits du monde. Je me suis retrouvée plusieurs fois face à des églises, à des temples. J'ai toujours fait des rencontres avec des personnes qui avaient beaucoup lu, qui étaient connectées d'une certaine manière. Donc, j'ai vu beaucoup de personnes. Quand je suis allée à Tombouctou, j'ai rencontré un marabout. Je veux dire, la chance de rencontrer un marabout dans un bus en allant à Tombouctou, c'était juste super symbolique. C'était le sketch. En Guyane, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait avec les esprits, les balikou, j'ai oublié le nom.
qui me raconte des épisodes comme ça. Donc, en Inde, je me suis retrouvée face à un maître yogi qui m'a expliqué les chakras. Enfin, en fait, ce sont mes rencontres qui m'ont permis là aussi de me guider petit à petit. Donc, c'est vrai que pour moi, j'ai l'impression d'avoir vécu une grande claque, un grand changement au moment de ce stage énergétique. J'ai fait de l'hypnose et de l'auto-hypnose. En fait, le décès de mon grand-père, donc, que j'ai vécu quand j'avais 16 mois, il m'a été amené par l'hypnose. Un ami très proche m'a dit « Céline, c'est incroyable, tu as un magnétisme incroyable, tu es ultra sensible, il se passe quelque chose, toi. » Ouais, ok. Et puis il m'a dit « Tu devrais faire de l'auto-hypnose. » Donc il m'a donné quelques tips, enfin quelques conseils. J'ai fait de l'auto-hypnose et là j'ai compris que j'avais jamais pleuré le décès de mon grand-père. J'ai pleuré pendant quasiment 3 heures sans m'arrêter en disant « Je suis désolée, je suis désolée. » Donc, la force, je me sentais coupable, bébé de 18 mois, 16 mois, de la mort de mon grand-père. Donc, en fait, il y a plein de choses qui ont fait que j'ai été amenée à cet éveil, sauf que je ne le voyais pas. Je me mettais les yeux comme ça, je l'entendais, là, mais mon esprit le bouclait. Je vais terminer par ça et ensuite on parlera de la Polynésie. Ma thèse, ça s'appelait De l'invisible au visible. Donc même ma thèse m'a préparée à ça. Je veux dire, j'ai travaillé, si on parlait de théoriciens, Wittgenstein qui parle de la conscience, qu'est-ce que c'est que le mot, qu'est-ce que c'est que la pensée, qu'en est-elle? Et donc il existe tout un flot en fait de choses que l'on ne voit pas, qui vont nourrir notre pensée, nourrir nos mots et donc la manifestation du présent. Enfin, je veux dire, même intellectuellement, plein de choses me préparaient à ça. Quand je suis arrivée en Polynésie, c'est vrai qu'il y a, on va dire, un lien encore très fort à la médecine traditionnelle, à, entre guillemets, une forme de croyance polythéiste, mais la religion catholique, protestante ou adventiste ou témoin de Jéhovah est très 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 présente. Hein, je veux dire, une espèce de cohabitation de deux. Et c'est vrai que quand je me suis réveillée, autant j'ai eu un accueil formidable d'énormément de médiums, guérisseurs, magnétiseurs, enfin voilà, j'ai rencontré, on m'a mis sur mon chemin énormément de personnes qui m'ont apaisée, mais j'ai eu aussi beaucoup de réactions très violentes. Je veux dire, j'ai reçu des insultes, j'ai reçu, alors jamais de menaces, mais j'ai reçu, voilà, un rejet aussi du peuple polynésien, entre guillemets, enfin, de personnes polynésiennes. Pour plein de raisons. C'est que déjà, c'est quelque chose donc rationnel, irrationnel. Je pense qu'en France, c'est pareil, on vit cette espèce de dire « ceci est anormal ». Et je pense aussi parce que je suis une popaf, comme on dit, donc c'est-à-dire une Française qui venait de débarquer sur le territoire et qui tout d'un coup avait accès à un savoir très sacré, de manière... il est très confidentiel en fait, ce savoir. J'y ai eu accès, comme on dit, de manière directe. Et je savais des choses, beaucoup de Polynésiens, c'est comme ça que j'ai aussi obtenu du respect. M'ont dit, mais enfin voilà, si tu le sais, c'est que pour le coup, tu mérites de le savoir. C'est-à-dire qu'on t'a confié ce savoir. Le mana, c'est quelque chose qu'on confie à la personne si elle est méritante d'une certaine manière. Hein. Il y a une forme d'apprentissage, d'éducation, de rituel à respecter pour obtenir cette énergie forte. Et donc ça a été une manière, là encore, d'apaiser des mémoires douloureuses que je provoquais moi-même. Hein. Je veux dire, j'ai vécu tout ça parce que je les appelais. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai envie de dire que ce réveil a été pour moi brutal, un changement de paradigme vraiment très très fort dans ma vie. Il a été en fait préparé plein de choses. Et voilà, il a été en mise en visibilité. Je dis souvent, c'est un saut quantique. Et voilà, j'ai changé d'état, vraiment, de manière très 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 forte, alors qu'il a été préparé. Et il est en ajustement. Je veux dire, il a mis du temps à être accepté. J'ai mis du temps à l'accepter. Aujourd'hui, je l'accepte. Je décide de le partager, de le transmettre, mais j'estime encore être une apprentie. Hein. C'est une apprentie qui vous parle. Ouais, tout ce que tu nous dis me fait penser justement sur cette notion d'initiation. Oui. Pour être initié, encore faut-il vider sa coupe pour la remplir. Et tout ce dont tu parles avant ce réveil, pour moi, est une manière d'enlever tous les conditionnements, d'enlever ces voiles ou ces épluchures d'oignons petit à petit pour arriver au cœur. Et tout t'a préparé à juste être prête à recevoir, à accueillir ce qui allait arriver, avec notamment Luc Baudin, qui a été l'intercesseur pour le coup. Alors, une chose qui m'interpelle dans ce que tu nous racontes, c'est le lien par rapport à la tradition de Tahiti, ou les Polynésiennes. En quoi ton ouverture serait-elle en lien avec cette tradition? Je veux dire, puisqu'on parle de médium, pourquoi connoter
ce médium ou ce chaman, peut-être, avec une tradition qui, de prime abord, pourrait-on dire, t'es étrangère. Donc, pourquoi? Est-ce toi qui as décidé? Est-ce que finalement c'est encore une fois la vie qui a fait que? J'ai plutôt envie de dire la deuxième option. Après, je l'ai décidé. Déjà, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours su que j'irais en Polynésie. Donc, je pense que mon âme est fondamentalement polynésienne. C'est-à-dire qu'elle a un ancrage très fort dans cette terre de Tahiti, un ancrage originel très fort dans cette terre de Tahiti. Et j'étais appelée par cette terre. Donc, c'est ce qui m'a amenée à le vivre et à l'exprimer et à le manifester à Tahiti. Aujourd'hui, au regard de cette tradition, clairement, je suis une étrangère à cette tradition. Enfin, je veux dire, tout le montre déjà dans mon apparence, dans mon corps et dans mon histoire. Enfin, je connaissais très peu la Polynésie avant d'y arriver. Donc voilà, je suis une étrangère. Et en même temps, tu l'as dit, je suis quelqu'un qui a eu une ouverture qui s'est faite. Dès très jeune, j'aimais beaucoup la citation de Socrate, nous sommes des citoyens du monde. J'avais vraiment l'impression d'être une citoyenne du monde. Et je pense que de m'être nourrie des autres cultures du monde avant d'arriver en Polynésie, parce que j'ai fait les 5 continents en fait avant d'arriver en Polynésie, en allant dans beaucoup d'endroits sacrés quand même très clés dans cette approche d'antan, ça m'a permis de rentrer en Polynésie avec un bagage, de rentrer avec ce mana, c'est-à-dire cette chose, ce souffle, cet objet, cet élément vital qui était déjà chargé de la connaissance. Parce que le mana, c'est une forme de connaissance, c'est un souffle, mais c'est aussi une forme de savoir, une forme d'expérience. C'est une accumulation de plusieurs choses, en fait, le mana. Et voilà, ça m'a permis donc de révéler ce savoir qui est pour moi, oui, sacré et secret aussi. Je pense qu'aujourd'hui, l'énergie polynésienne, le mana, est assez peu connu. Il est connu en Polynésie, le mot mana est connu, c'est un mot indien d'ailleurs, sanskrit. Enfin, c'est un mot qu'on retrouve dans plein d'endroits en fait, de la planète. Mais j'ai envie de dire, et là j'utilise vraiment le mot mais à bon escient, c'est-à-dire qui est méconnu, parce qu'on a eu tendance à vouloir oublier l'héritage en fait de Maui, l'héritage polynésien. Et le fait que ce soit, entre guillemets, une personne comme moi qui participe à le mettre en visibilité est encore quelque chose de, pour moi, volontaire. Je vais dire, je suis, un héritage franco-marocain, italien, espagnol, donc européen et en même temps africain. Je suis quelqu'un qui a fait les États-Unis, j'ai été beaucoup en Inde, en Chine, enfin voilà, un espèce de mélange. Melting pot. Voilà, melting pot. Qui pourtant va exprimer une puissance forte pacifique qui est moins connue. Donc ouais, j'ai bien très vite conscience que d'une certaine manière, j'étais une forme de porte-parole. D'ailleurs, j'en ai beaucoup parlé au début au guide, quand je dis mais pourquoi m'avoir choisi quoi? Pourquoi je me suis mise dans ce dans ce bain-là quoi? Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que c'est quand même un peu compliqué, je vais dire. D'ailleurs, ATN qui me soutient, Air Tahiti Nui, ça a vraiment été donc une personne de Air Tahiti Nui m'a beaucoup aidé à ça et je la remercie aussi. Ça fait partie des personnes que je remercie. Elle m'a dit mais tu as probablement choisi le pire, c'est-à-dire que tu es une popa qui vient de débarquer, tu es une intellectuelle et tu choisis de travailler sur le mana, l'élément probablement le plus sacré, le plus identitaire de la Polynésie, et tu es une femme aussi, donc tu accumules un peu les difficultés. Et je dis, ouais, mais bon, en même temps, si je suis là, c'est que toutes ces difficultés doivent être faciles. Ça veut dire que la solution est d'autant plus facile, parce que tout ça va être en cohérence. Et pour moi, la mise en cohérence, ça a été tous ces anciens Polynésiens, entre guillemets, tout ce qu'on appelle les tupuna, les personnes qui représentent le savoir en Polynésie, qui m'ont vu et qui, je pense, ont vu mon cœur. Et ça, c'est vrai que c'est très fort pour moi. La Polynésie, on dit souvent les Polynésiens sont généreux, et c'est vrai. Ils voient le cœur. Ils ont encore ce regard, ils ont cette capacité à voir le cœur. Et le cœur, c'est quand même être tout nu. Donc moi, j'ai un peu un mode, j'espère qu'il va voir mon cœur, et j'espère que mon cœur est pur et méritant. Et c'est vrai de les voir m'accueillir en me disant « Ah, on sent que tu es... » Je ne sais pas si c'est... Validé, c'est valide. Voilà. Ouais. Accepté, donc légitime. Ça m'a permis de me rassurer. Et ça m'a permis surtout d'échanger et d'apprendre beaucoup à leur côté. Donc là aussi, un grand merci à eux, parce que ça m'a permis d'être légitime à mon propre regard, et puis ensuite, petit à petit, au regard d'autres.
Quand tu parles des esprits que tu as eu l'occasion de canaliser, alors là aussi j'aimerais que des moments où ça s'ouvre pour toi, tu dis que tu achètes plein de livres, tu rencontres des personnes qui te confirment des messages. Quand tu parles de canaliser, est-ce toi qui les appelles? Est-ce que c'est à travers toi? Sous quelle forme? Orale, écriture ou que sais-je? Ou via un autre intermédiaire? Comment ça s'est passé? Non, alors c'est vrai que quand j'ai été réveillée, j'ai dit j'ai été très curieuse. J'avais beau avoir cet esprit rationnel qui freinait d'un côté, j'avais ma curiosité naturelle et puis cette image très forte de la rivière reprend son cours. Je me suis dit, il faut que tu demandes. Donc ça, j'ai clairement compris, et ça c'est un message, si vous voulez quelque chose vous arrive dans la vie, il faut demander. Donc demandez. Et donc j'ai fait des demandes. Et j'ai demandé la totale. C'est-à-dire que j'ai demandé à voir les auras. 2 jours après, je voyais les auras. J'ai demandé à voir les lignes énergétiques. 2 jours après, je voyais les lignes énergétiques. J'ai demandé à faire de la télépathie. 2 jours après, je faisais de la télépathie. Donc il y a des moments, j'ai découvert que, en fait, voir les auras de tout le monde ou voir les énergies de tout le monde, les mémoires de tout le monde, c'est très fatigant. Donc j'ai dit, je veux qu'on coupe, donc j'ai demandé à ce que ce soit juste pour moi. Donc ça m'a permis aussi de comprendre, il existe des règles dans l'énergie. Il existe une manière, des lois, donc une manière de procéder. Donc j'ai acquis petit à petit. J'ai demandé à voir des êtres décédés, à parler avec eux. J'ai eu des êtres décédés. J'ai demandé donc à faire de l'écriture automatique. Alors j'aime beaucoup raconter cette anecdote. Pour moi, l'écriture automatique, donc on a parlé de conversation avec Dieu, c'est un livre que j'ai lu parce qu'on m'a conseillé de le lire. J'avais du mal à comprendre ce que ça voulait dire en fait parler avec Dieu. Donc j'étais là, comment il a fait son truc quoi. Et pour moi dans ma tête, un peu rationnel, c'était c'est dans le noir, on reçoit une dictée et tout se passe bien. Donc j'ai éteint la lumière, je me souviens très bien. J'ai pris mon carnet, j'ai pris mon stylo, j'ai fermé les yeux. Marie, la Vierge Marie, arrive, me fait une très très belle canalisation sur l'amour. J'ouvre les yeux. J'allume la lumière, je vois des gribouillis dans tous les sens et je me dis, c'est pas comme ça que ça doit marcher. C'est bien, c'était ça, il était assez vite. C'était très drôle, donc après j'ai compris que je pouvais même faire ça avec un ordinateur. Ouais. Et donc là, j'ai demandé à recevoir beaucoup de canalisations. Et ça a été très magnifique, j'ai eu des canalisations sur tout, parce que j'ai demandé la totale, donc la sagesse, l'humilité, la jalousie, la liberté, le célibat, l'amour, le couple, enfin... j'ai dû toutes les questions que tu avais. Toutes les questions que j'avais, un peu comme à la conversation avec Dieu. Donc ça a été très intense. Là, j'ai perdu beaucoup de poids pendant cette période, ce que j'appelle mes 2 mois d'intense. Une espèce de boulimie très très fort. Donc c'est vrai que pendant ces 2 mois, je mangeais plus de chocolat. Ça t'a nourri. Ouais, je mangeais plus de champagne. Enfin, c'est bête à dire, mais j'aime bien le raconter parce que pour moi, c'est vraiment 2 des choses que j'aime beaucoup dans la vie, quoi. J'ai arrêté la viande, je mangeais que du verre parce qu'en fait, j'avais besoin de choses très très fluides pour alléger mon énergie, nettoyer aussi ce que j'avais. J'ai commencé à rencontrer des guides. Donc un des premiers, c'est Sérapis Bey. C'est pour ça que j'ai appelé mon chat Sérapis. On a parlé de lui. J'ai rencontré Jésus-Christ. Donc au début, on est là. Donc j'ai le choix. C'était un peu c'est possible. Enfin, comme il a une énergie très belle, très apaisante, j'ai accepté très très vite. Alors là où j'ai eu beaucoup plus de mal, Bouddha. Alors, je ne sais pas qui était Bouddha, moi vraiment j'avais aucune idée. Pourtant j'avais été en Inde. Oui. Et il m'a dit mais pour toi comment est-ce que je serais? Je lui ai dit t'es un peu comme Yoda. Donc il m'a fait ok, on va dans Yoda. Il m'a dit je vais t'emmener sur le Falcon, on va aller ensemble au Tibet. Donc il m'a amené à Lhasa. Et en fait, là, j'ai vécu un truc magnifique parce qu'il m'a emmené dans le palais de Lhasa que j'avais pour le coup. Quand tu dis t'as emmené, c'est-à-dire que tu as fait des projections, en astral ou c'est juste en conscience? Non, c'est en conscience. Projection de conscience. Projection de conscience. Pour moi, c'est vraiment de la téléportation. Et je me suis retrouvée là et j'ai vu tout. Et puis pareil, jamais forcément vu des photos de Lhasa. Et comme bonne rationnelle, après, j'ai été tapée et puis j'ai vu. En fait, jamais. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu. Donc j'ai commencé à comprendre que ce que l'esprit était capable de projeter était une réalité. L'anecdote que j'adore raconter, c'est quand Léonard de Vinci est venu me voir. Sérieux. Je lui ai dit, ok, alors toi je t'adore, parce que j'adorais Léonard de Vinci, j'adorais ses peintures, ses schémas, enfin je veux dire, c'était quelqu'un que je connaissais bien, donc un génie. Et j'ai dit, waouh, tu débarques, donc je lui ai dit, pareil, très rationnel, avant que je te parle, je veux que tu me donnes une preuve. Il m'a dit, maison d'architecte Vienne. Mais alors là, j'ai ri, j'ai arrêté la méditation, canalisation. Et j'ai dit, impossible que Léonard de Vinci ait vécu en Autriche. Je vais dire, c'était impossible.
Bah effectivement, c'est impossible. Mais Léonard de Vinci a fait une maison d'architecte dans le département de la Vienne. D'accord. Alors ça, vraiment, j'aurais jamais pu l'anticiper. Enfin, c'était voilà, ce genre d'anecdotes qui m'ont fait prendre conscience que bah voilà, il y avait une réalité. Et en fait, pendant voilà, ces 6 à 8 mois, j'ai demandé à accumuler des preuves en bonne rationnelle. Et ma thèse, c'était prouver, la théorie du proving. J'ai utilisé une théorie qui disait il faut nommer, il faut critiquer, il faut demander réparation, et pour demander une réparation et avoir réparation, il faut prouver. Donc déjà, ma thèse aussi était dans la preuve. Et en fait, j'ai dit, donnez-moi des preuves que l'invisible existe. Donnez-moi des preuves que les médiums ont vraiment des capacités. Quelque chose qui semble irrationnel, mais qui en fait va avoir une forme de rationalité. Et c'est l'ensemble de cette boulimie qui m'a permis en fait de me nourrir, de rattraper, je pense, un être qui était probablement malheureux parce qu'il n'avait aucune possibilité de s'exprimer, et qui m'a permis d'apaiser cet esprit qui voulait des preuves. Donc ça a été une espèce de mixture, de mélange entre, je l'ai dit tout à l'heure, j'accepte, je demande, j'arrête, je refuse. Puis en fait, c'est impossible. D'une certaine manière, j'avais l'impression que je pouvais plus faire marche arrière. C'était fini. J'étais rentrée dans le monde de l'invisible. Et ce monde me procurait tellement d'épisodes magiques et miraculeux que même si j'avais des moments où mon esprit rationnel faisait marche arrière, au bout d'une journée, 2 journées, je revenais. Parce que je savais que c'était la suite logique à suivre. J'aimerais que tu puisses nous expliquer comment... alors, j'essaie de formuler différemment. Quand on parle de canalisation, la plupart du temps, que ce soit des médiums ou des voyants, canalisent certaines informations, mais de l'autre côté, il y a différents mondes. Et il y a Alan Kardec qui écrit le livre des esprits, et qu'on peut être dupé par certains esprits, etc. Comment s'assurer de l'amour ou de la lumière ou de l'intérêt positif que pourra avoir un tel esprit envers nous au moment où on le canalise. Ça, donc, c'est une première question. J'y réponds. Alors, j'ai envie de dire le pouvoir de l'intuition, parce que clairement, ça a été un grand questionnement quand j'ai commencé à recevoir ces canalisations, en me disant déjà, est-ce que c'est pas complètement fou? Est-ce que c'est vraiment eux? Et puis, est-ce qu'ils me veulent du bien? Et ensuite, est-ce que des esprits, entre guillemets, malsains peuvent venir? Et donc j'ai demandé à tester, et c'est vrai que, entre guillemets, les guides m'ont mis sur le chemin d'un esprit, à mon avis, pas malfaisant, parce que pour moi ça reste de l'ordre du neutre plus que de la malfaisance, c'est-à-dire que voilà, c'est des esprits qui vont peut-être avoir des peurs, donc ils vont avoir besoin d'exprimer ces peurs, et on est là pour les accueillir, pour transformer ça en amour. Et donc j'ai eu un test, et tout de suite j'ai eu cette espèce d'intuition très forte en me disant il y a couleuvre, quoi. Il y a baleine baleine sous rocher, comme on dit en Polynésie. Et j'ai dit, non, je refuse de te parler. Et en fait, les guides après m'ont dit, tu as compris en fait la sensation que l'on ressent quand quelque chose peut nous menacer. Mais c'est nous qui nous sentons menacés. Mais voilà, ça a été un apprentissage. En fait, j'ai passé un certain nombre d'apprentissages, de mini-épreuves ou de grandes épreuves en fonction de ce qu'on m'a appris. Pour ça, moi, c'était plutôt une mini-épreuve. Et tout de suite, c'était de tester ses réactions. Et en fait, pour moi, c'était d'éduquer le corps à comprendre ce que l'on ressent et donc à mémoriser la sensation pour éloigner ensuite ce qu'on souhaite éviter de vivre, en fait. Pour bon nombre de personnes que j'ai eu l'occasion d'interviewer, qui ont certaines capacités, la sphère, on va dire, du mental est souvent donc mis de côté, l'intuition étant très forte, etc. Pour quelqu'un d'intellectuel comme toi, ayant fait des hautes études, très cultivé, comment as-tu fait pour mettre, j'allais dire, en sourdine ton mental et faire confiance à tes ressentis? Parce que là aussi, dans notre société, on est tellement là-haut qu'en fait, l'écoute des sensations du corps est très rare. On a des intuitions de temps en temps, des flashs, mais quand je dis des flashs, j'allais dire de ressenti. On sent que, tiens, je pensais à toi, j'ai eu peur, je sais pas pourquoi, et puis on a la réponse tout de suite après. Généralement, c'est des situations assez extrêmes. Donc, comment
as-tu pu mettre en sourdine ton mental, sachant que tu as été bien élevé et on te l'a bien boosté? Et deuxièmement, comment est-ce que tu as appris à être autant en contact avec les sensations de ton corps? Alors déjà, j'ai envie de reprendre ce que tu as dit en disant je ne l'ai pas mis en sourdine, je l'ai écouté. Je pense que j'aime beaucoup, c'est vrai, toutes les personnes qui nous disent le mental est à côté, il faut écouter ses intuitions, ils ont raison. Et j'y réponds souvent que l'un va avec l'autre, ils ne sont pas dichotomiques, ils sont complémentaires. Comme beaucoup de personnes mettent beaucoup de pouvoir dans la pensée, et c'est vrai, ils ont raison, on a besoin du pouvoir de la pensée pour... Il ne faut pas oublier là aussi le corps. Donc, je passe mon temps à dire qu'il faut être dans l'équilibre comme l'équilibre yin-yang. Donc il faut savoir équilibrer les deux. Donc au lieu de dire à mon esprit je reçois ta peur, je reçois ton argument, je l'écoute, je l'entends, je vais t'expliquer ce que je veux faire ou ce que mon corps veut faire encore plus fort. Et donc on va essayer de faire un compromis ou voir si tu es vraiment en désaccord, ce qui arrive, le prendre par la main comme un enfant et lui donner des expériences réconfortantes, de l'amour. Donc moi aujourd'hui j'ai toute une palette d'outils dès que je suis en situation un peu de stress pour essayer de dire ça va bien se passer, esprit, mémoire, peur, et on va faire confiance à notre intuition et on va faire confiance à notre corps. Et parfois mon corps va vouloir affirmer des choses très fortes, parfois je vais dire aussi l'âme va vouloir affirmer des choses très fortes et je vais lui dire moi je suis un corps et je suis un esprit et je suis une identité et je suis quelque chose de construit. Donc on va ralentir aussi. Par contre, ce que je peux dire, c'est que quand le corps veut dire quelque chose et qu'on refuse de l'écouter, et surtout maintenant que je suis médium, alors lui, il est sentence immédiate. C'est-à-dire que, je vais donner l'anecdote, je me sentais mal au travail à 2 reprises cette année. Première fois, je me suis dit, si tu commences à avoir des pensées négatives, à t'arriver quelque chose, le matin même, accident de voiture, côté droit, donc le féminin sacrificiel qui est complètement démonté. Donc je me dis, bon, voilà, je le savais, j'ai compris, j'en ai parlé, ça s'est sorti. Deuxième truc, je sentais que ça prenait du poids sur moi, que j'avais du mal à digérer, j'avais du mal. Boum, j'ai fait une intoxication alimentaire, je suis allée à l'hôpital. J'allais dire, le corps peut exprimer si, entre guillemets, l'esprit refuse d'entendre. Donc il faut vraiment arriver à construire cette relation à l'esprit et au corps, dans cette espèce de dialogue perpétuel, d'équilibre perpétuel. La voie du milieu, Bouddha est très fort pour ça, il nous l'a très très bien expliqué. Et c'est sûr que c'est fait de déséquilibre, rééquilibre, équilibre. Plus on arrive à être dans cet équilibre, mieux c'est. Mais je suis comme tout le monde, même en étant médium, je vais avoir des périodes de déséquilibre. Ce qui est génial par contre en tant que médium, ce que j'ai appris par rapport à ce que j'ai pu vivre avant, c'est que je comprends très vite maintenant la situation. J'ai les éléments d'interprétation, donc je trouve ça génial parce que ça va me permettre de corriger, ça va me permettre de rectifier le tir, ou ça va permettre de me consoler, me pardonner, me dire ok, tu as voulu aller trop vite, ou peu importe ce qui s'est passé. Et déjà le fait de s'offrir de l'amour comme ça, c'est d'avoir toutes les raisons pour s'offrir de l'amour, c'est un magnifique cadeau. Et j'ai oublié du coup le deuxième question. Non, je te parlais de comment tu t'as appris à mettre de côté ton mental et puis faire confiance à tes sensations, à tes ressentis, sachant que la plupart des gens sont insensibles à leur corps. Ils ne sont pas à l'écoute déjà d'une part, et quand il y a même le son, on est tellement là-haut qu'être en contact avec les jambes, les sensations qui peuvent nous traverser, c'est pas vraiment le cas. Et donc moi, une des manières qui a été de aussi développer cette intuition, et ça c'est très polynésien, c'est les massages, le contact avec l'eau, le contact avec la nature, l'alimentation, la danse polynésienne, le va'a, c'est que des éléments en fait de mouvement originel. J'ai toujours été une folle de massage. Pour moi, avoir fait des massages, c'est une manière très concrète. D'ailleurs, c'est souvent, je donne entre guillemets des prescriptions moi à mes patients. Souvent, c'est du massage avec des huiles, avec des pierres, donc avec des éléments qui vont manifester l'intention à l'extérieur et qui vont donner du bien en fait au corps et aux mémoires cellulaires. Donc, ils vont permettre à ces mémoires cellulaires de s'exprimer parce qu'elles sont en vie. Et donc, si on les masse ou si on les pousse à sortir un mal ou si on leur donne un aliment qui va leur faire du bien, elles vont faire sortir ce mal. Donc, l'intuition, pour moi, se développe aussi beaucoup dans ce rapport aux soins du corps. Vraiment, c'est important pour moi. Céline,
Alors, tu es notamment l'auteur de 2 livres, 3 même, Emma Blue, oui. tome 1, Raconte-moi l'eau et l'invisible lien, Oui. ça c'est aux éditions Autrement. Bon, ouais. Donc pour ceux et celles qui souhaitent se les procurer, d'aller sur ton site internet, ils sont disponibles. Pour celui ou celle qui vient te voir, alors j'allais dire ton champ d'investigation potentiellement est tellement large que ça dit, alors communication avec les défunts, communication avec le soi, l'âme de la personne que tu as devant toi, déblocage des mémoires cellulaires, entre autres, etc. Bref, ça peut être très large. Donc, comment ça se passe quand quelqu'un vient te voir? Est-ce que la plupart du temps, les personnes savent ce pourquoi elles viennent? Ça dépend. En fait, ça dépend. Il y en a, la plupart savent, parce qu'aujourd'hui, j'ai fonctionné essentiellement par le bouche à oreille. Donc ça veut dire que ce sont des personnes qui sont ouvertes à ça, qui ont réfléchi. Voilà, en général, quand les personnes viennent parce qu'une autre personne a pris le rendez-vous, déjà aujourd'hui j'ai tendance à refuser, parce que ça veut dire que la personne d'une certaine manière refuse et passe par quelqu'un. Après ça dépend en fait des personnes, c'est un ressenti. Et puis d'une certaine manière, la personne a déjà préparé son soin, en tout cas l'âme de la personne a préparé son soin. Donc elles viennent, elles ont toujours une raison. Il y en a certaines qui viennent juste pour voir, parce qu'elles sont curieuses, parce qu'elles ont envie de tester. Donc dans ces cas-là, on va tester ensemble. Après, moi je dis souvent, je me souviens de 2 des premiers soins que j'ai faits, c'était 2 adolescents que j'aime beaucoup. Les 2, ils étaient persuadés que j'étais un ovni extraterrestre, et je l'ai vu. Donc on a arrêté le soin, et je leur ai dit, je pense que tu me considères comme un extraterrestre. Ils ont éclaté. Il y en a un qui a éclaté de rire et l'autre qui a rougi comme une tomate. Et du coup, je leur ai dit, pose-moi des questions. Et donc, plutôt que de faire un soin, on a parlé. Aujourd'hui, ma pratique a quand même avancé. C'est vrai que j'ai développé, on va dire, beaucoup de capacités. Et c'était une manière de tester. Je pense qu'aujourd'hui, je reçois surtout des personnes sur le rapport aux mémoires, que ce soit cellulaire, intragénérationnel, karmique, énergétique. Et donc, ce qui fait que je reçois quand même de plus en plus de personnes qui savent pourquoi elles sont là. Et en général, plus elles savent pourquoi elles sont là, plus j'ai des signes avant qui me disent de quoi va être la prochaine séance. Sur quoi va être la prochaine séance. Donc, à t'entendre, ce qui pourrait être primordial au regard de ceux qui viennent te voir, c'est tout ce qui a trait aux mémoires. Donc, tu viens de le dire, transgénérationnel, voire karmique. Comment ça se passe? Est-ce à dire que... alors, tu as eu l'occasion de faire un soin auprès de quelqu'un que je connais. C'était l'occasion de voir comment est-ce que tu travailles. J'avoue, j'ai été agréablement surpris et de voir comment c'était fluide et simple dans la manière dont tu travaillais. Alors forcément, c'était un soin à distance. Vive Skype. J'aimerais que tu puisses nous dire... si par exemple j'ai un problème, un souci dans ma vie d'ordre matériel, mais je ne sais pas quelles en sont les teneurs transgénérationnelles, ce que je sais c'est que c'est quelque chose qui se répète plus ou moins dans ma vie, mais je ne sais pas quoi en faire. Est-ce à dire que par rapport à cette mémoire-là, transgénérationnelle, karmique ou autre, est-ce que tu vas aller contacter un ou des guides? Alors, est-ce que tu en as certains qui travaillent en collaboration avec toi et ils sont tout le temps là? Est-ce que tu vas les connecter, le grand-père, la grand-mère ou que sais-je, parce que cette dernière n'est pas partie dans la lumière ou bref, parce que tu es aussi passeuse d'âme. Donc, comment ça se goupille cette histoire? Alors, je vais rester simple. C'est la personne qui choisit. C'est son âme qui choisit. Je suis médium, donc je suis un intermédiaire. Donc pour répondre à ta question, ça dépend de chaque personne. Donc certaines personnes, ça va être leurs guides, parce qu'ils sont déjà avec un niveau de fréquence, on va dire, élevé. La personne qu'on a en commun, ses guides étaient là. Et c'était donc très beau de travailler avec eux. J'ai vu qu'on avait des guides en commun, donc ça m'a montré qu'on avait des mémoires en commun, ce qui est aussi toujours très très fort en fait. D'autres personnes ne sont pas forcément dans cette démarche d'avoir des guides. Donc du coup, ça va être effectivement les mémoires intergénérationnelles. Donc là, je vais effectivement voir la grand-mère qui débarque, le grand-père qui débarque. Ils peuvent être montés, c'est-à-dire qu'ils peuvent être juste descendre un petit peu en fréquence, se montrer et m'expliquer des choses. Donc ça aussi, je trouve ça très très beau. Puis parfois, ça va être des personnes qui ont, on va dire,
aucun de ces outils à disposition pour X raisons, pour des blocages. Et dans ces cas-là, en général, je peux avoir accès au karma. Parce que le karma est une manière de raconter une histoire qui parle à la personne, et puis en plus de lui expliquer quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. Par contre, ce que je dis souvent, c'est que le karma est traducteur de quelque chose qu'on a en soi. Tu vois, donc tu vois, ça coince un peu parce que je pense que c'est encore quelque chose que je découvre et que j'apprends encore à connaître. Cette histoire, souvent karmique, c'est une manière de parler à la personne avec d'autres outils dont elle n'a pas forcément conscience. Et donc c'est une manière de placer le soin à l'extérieur d'elle tout en étant à l'intérieur d'elle. Et en fait, quand on a la combinaison B3, ce qui était le cas pour la personne qu'on a en commun, moi, je trouve ça très puissant. Parce qu'on a ce que j'appelle le triangle polynésien. Donc ça, c'est un triangle polynésien, c'est un des outils qu'on m'a donné, où effectivement tu retrouves toutes ces couches en fait qu'on a dans notre être, et tu vas pouvoir nettoyer ces couches, ou en tout cas, là encore, je suis que médium, faire prendre conscience à la personne des couches qu'elle a en elle pour qu'elle puisse elle-même ensuite les guérir. Et donc voilà, si je donnais vraiment une réponse simple, moi je suis un instant présent, je suis vraiment dans le présent, je suis là au présent pour montrer des mémoires, pour montrer des choses qui interagissent dans les mémoires de la personne, qu'elles soient à différents types de niveaux, et les conscientiser. On dit toujours la maladie, le médium dit « je suis là pour faire prendre conscience ». Et je suis persuadée que quand on fait prendre conscience de ces mémoires, on met de la lumière sur ces mémoires. Et qui dit lumière, dit amour. Et après, ça s'est vécu. Et ça prend plus ou moins de temps. Là aussi, ça va dépendre de la personne. Et en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est ce vers quoi je tends, ce que je peux apporter aux autres. Et ça m'a permis de vivre plein de très belles histoires, de beaux changements. Enfin, c'est magique. Quand tu nous parlais tout à l'heure de cette expérience dans le stage de Luc Baudin, oui, avec cette aiguille d'or, oui, etc., est-ce que tu as besoin de voir les personnes? Est-ce que c'est plus intéressant de les voir pour toi, sachant que tu peux faire les soins à distance? À distance, oui. La seule condition, moi, que je mets, qui est très très importante, c'est que la personne ait conscience que je lui fasse un soin, qu'elle soit d'accord pour faire un soin et qu'elle l'accepte. Une personne, une fois, m'a demandé une photo. Pas besoin de photo. Alors, pour le coup, je ne suis pas du tout là-dedans. Par contre, je vais dire, j'ai besoin d'un temps, parce que j'ai une pratique de médium, mais en parallèle, j'ai une vie. Et je refuse que ma pratique de médium interfère dans ma vie. Je vais dire, il faut qu'il y ait des règles. Et donc, pour moi, une des premières règles, c'est déjà de demander l'autorisation à la personne. Surtout que la personne accepte le soin. Parce que si elle refuse de faire le soin, ça veut dire qu'elle refuse de guérir. Et donc, moi, je perds mon temps. Enfin, je suis désolée, je suis très pragmatique. Et elle, ça va la confirmer dans des peurs et des blocages qui seront d'autant plus stériles pour son soin. Donc, c'est très important que le soin, entre guillemets, soit dans un temps, soit conscientisé. Alors après, si c'est un mort, entre guillemets, si on me dit j'ai la sensation qu'il faut que tu m'aides à faire passer ma grand-mère, je le fais de moins en moins, pour être très clair. Après, si on me demande et que la grand-mère débarque, j'ai eu le cas, alors c'était un enfant, l'enfant a débarqué, la mère m'en a parlé, je lui ai dit écoute, on verra. Il est venu me voir, il m'a raconté des histoires, j'ai rappelé la maman, elle a fondu en larmes parce que tout ce que j'ai raconté, c'était ce que son fils avait effectivement vécu. Et donc là, je lui ai dit je pense qu'il faut faire un soin à vous. Parce que c'est vous qui portez encore la mémoire de votre enfant décédé, ce qui est quand même très logique, étant donné qu'il était mort d'un accident et en étant petit. Et voilà, elle a accepté de faire un soin et ça lui a permis de libérer les mémoires de son enfant. Donc là encore, il faut rester simple. Nous sommes des recettes énergétiques tous très très différents. Et moi aujourd'hui, ma pratique est encore dans cette diversité-là. Peut-être qu'un jour, je serai beaucoup plus protocolaire parce qu'il faudra que je transmette plus. Aujourd'hui, je suis encore en apprentissage, c'est-à-dire que je dois encore recevoir des patients, je dois encore apprendre. Et j'espère transmettre parce que je pense que c'est ce vers quoi on m'amène. Justement, j'allais te parler à la professeure d'université. Oui. Comment est-ce que finalement tu arrives à concilier ces différentes casquettes et comment, au regard du statut culturel, sociétal que tu peux revêtir de par tes études, etc. Comment tu te positionnes? Pour le coup, j'allais dire, il faut un sacré culot pour ouvertement, en si peu de temps, dire voilà qui je suis aujourd'hui, mais je ne suis pas que ça, je suis aussi ça. Ça a été l'objet de
un certain nombre de réticences, ça c'est clair. Déjà, mon réveil a mis un certain nombre de temps. Après, je suis quelqu'un, comme m'a dit Luc Baudin, il est Speedy Gonzalez. Je suis un peu Speedy Gonzalez aussi. J'aime que les choses aillent vite. La lumière va vite. Donc, beaucoup de gens m'ont dit c'est pas possible que c'est impossible ton réveil aussi rapide. J'ai dit à la vitesse de la lumière, il faut comprendre que ça peut aller très vite. Donc c'est vrai qu'il y a eu un moment quand même de ralentissement pour moi où j'ai quand même voulu ralentir. Je m'écoute fondamentalement. Et je pense que j'ai conscience de ma responsabilité. Pour le coup, quand je parlais de l'eau, je disais toujours c'est bien qu'on ait mis un droit à l'eau, il faut qu'on ait un devoir de l'eau. J'ai toujours été quelqu'un qui a vraiment conscience qu'on a un devoir vis-à-vis de la planète, qu'on a un devoir. Et donc aujourd'hui, j'ai conscience qu'on a un devoir vis-à-vis de l'univers. Et voilà, comme on a des droits et des devoirs en amour, comme on a des droits et des devoirs dans la société, on a des droits et des devoirs en énergie. Et je pense que j'ai un devoir en fait de transmission. C'est vrai que ça a été difficile d'accepter ce que je représentais, mais je pense que ça fait partie de mon devoir et j'espère avoir ce courage-là. Et par rapport à ma profession, donc déjà j'ai dû apprendre à lâcher des valises. Donc l'activité consultant, je l'ai quasiment arrêtée. Ce qui a été quand même difficile pour quelqu'un qui est devenu entrepreneur, qui a travaillé pendant 7 ans. Je veux dire, entrepreneur, c'est 2 ans sans se payer, c'est beaucoup d'incertitudes, voilà. Donc c'était difficile de devenir consultant, mais j'en étais fière. Aujourd'hui, je fais quand même beaucoup moins de conférences sur l'eau. Je travaille beaucoup moins sur les recherches scientifiques que j'ai pu faire avant. J'en fais encore un peu quand on m'invite, parce que si ça me fait plaisir, j'y vais. Sinon, je dis non. Donc je refuse de plus en plus. J'ai une grande capacité à dire non maintenant. Ça a été une grande prise de pouvoir, parce que j'ai appris que de plus en plus, mon essentiel allait aller vers cette pratique que j'ai refusée quand même, je pense, pendant un certain temps. Et donc aujourd'hui, j'essaye de faire une symbiose, et c'est vrai que mon métier de professeur s'est affirmé. Parce que je pense qu'être professeur, c'est comme être enseignant médium, c'est-à-dire qu'on est là pour transmettre des choses. En plus, je suis professeur en information et communication, où on explique les médias, le médium, et donc pour moi, c'est une manière déjà de faire théoriser des gens sur ce que vit l'énergéticien ou sur ce que vit le médium. Donc aujourd'hui, je l'affirme. J'ai accepté vraiment d'avoir ces 3 casquettes en février dernier. C'est-à-dire que j'ai changé mon site internet. J'ai mis les 3, pour la première fois, avant j'étais Céline Thierry. Je me cachais, tu as parlé de Céline Thierry. Moi, mon premier nom de guérisseur, pendant longtemps, j'étais Céline Thierry. C'est-à-dire que je ne me faisais connaître que comme ça. Personne ne connaissait mon nom de famille. Aujourd'hui, j'accepte d'être Céline Hervé-Bazin en étant écrivain, professeur et guérisseur. Je l'ai mis sur mon LinkedIn. Enfin, je veux dire, c'est anecdotique, mais c'est une acceptation de visibilité. Et j'ai décidé que j'allais l'assumer. J'ai décidé que, parce qu'en fait, si je le refuse, c'est refuser mon identité. Et je vais dire aux personnes, je vous reçois, je suis encore une apprentie, j'espère que vous l'entendrez. Je pense que je peux apporter des choses à sa hauteur, j'ai envie de dire, à sa mesure. Et apprenons ensemble. Apprenons ensemble, faisons un bout de chemin ensemble. Si ça vous plaît, qu'on peut apprendre ensemble, allons-y. Si ça vous déplaît, allez voir quelqu'un d'autre. Je veux dire, il y a plein d'énergéticiens, il y a plein de gens qui ont beaucoup de possibilités à offrir. Pour moi, il n'y a pas de problème. Au contraire, plus on sera nombreux, mieux ce sera. Quelqu'un me posait la question hier, j'ai dit, si elle commence à avoir de la concurrence entre les médiums et les guérisseurs, on est mal barré. Le guérisseur, j'ai appris l'amour inconditionnel. On m'a donné, on m'a offert ce magnifique cadeau. Donc, plus on sera de guérisseurs à accompagner des personnes qui auront besoin d'entendre des discours différents. Et aujourd'hui, je suis communicante, donc j'ai travaillé dans le marketing. Je sais que j'ai une cible, entre guillemets, si vous voulez que je parle comme une businesswoman. Je sais que certaines personnes vont être réceptives à ce message. J'en suis ravie. Et j'espère pouvoir les accompagner parce que, je vais répondre, j'espère, à certaines attentes. On verra bien. Puis après, ce qui devra se passer se passera. Mais si j'ai choisi, notre histoire a fait qu'on s'est rencontrés, c'est pour c'est sûr. Comment la famille a pris Alors oui, c'était une très belle expérience parce que vous imaginez bien que j'étais bourrée de peur, que j'avais très très peur de la réaction de mes parents notamment. Mes 2 parents ont eu la même réaction. Alors ils sont séparés, donc c'était 2 annonces et les 2 ont eu ce moment de soulagement, ce moment de libération et de se dire je comprends enfin quelque chose, je mets un mot
sur qui était ma fille en fait. Donc ils l'ont vécu avec une compassion, une bienveillance, un accueil. J'ai dit voilà, mes parents m'aiment vraiment parce que ils m'ont vraiment accueilli avec tout l'amour paternel et maternel que l'on peut donner à un enfant. Je veux dire, j'ai été vraiment reconnaissante de leur accueil. La plupart de mes amis, une amie qui est très croyante, catholique, m'a dit je t'aime. C'est contre mes croyances. Mais je t'aime, je te connais, donc je t'écoute. Et elle a accepté. Ça la remet évidemment en question. Mais voilà, elle m'a dit je t'aime. Et elle l'accepte, elle m'écoute et on échange. Et on a appris petit à petit on n'a jamais perdu notre amitié pour le coup, heureusement. Et on apprend quand même à se reconnecter d'une manière différente. Ma sœur l'a accepté avec un temps un peu plus long. Ça a été un peu plus compliqué parce que je pense que ma sœur et moi, on a eu une relation très fusionnelle. On est deux âmes sœurs, on est sœurs et deux âmes sœurs. Et d'une certaine manière, quand je lui ai dit je suis médium, j'ai fini de m'occuper de toi en fait. Et ça a été difficile pour elle parce qu'elle avait sa grande sœur qui s'occupait tout le temps d'elle. Et là, sa grande sœur lui a dit ça y est, on a fini notre contrat d'âme, entre guillemets. Alors on va continuer à s'aimer, heureusement, et on continue à s'aimer. Mais voilà, elle a eu un peu la réaction de l'abandon, quoi. C'est-à-dire, ma sœur s'en va, elle va aller guérir d'autres personnes, et moi. Et puis, une fois passée cette étape-là, elle est retournée dans la compassion, l'amour. Donc non, en fait, c'est étonnant de voir à quel point les gens sont aptes à l'écoute. Après, il y en a plein qui vont le refuser dans ces cas-là. Ouais, c'est un choix personnel. Voilà notre invité surprise. Oui, parce que vous en voulez une bonne. Sachez que depuis que Céline, on est monté dans le studio, je ne sais pas comment, ne me demandez pas, il y a plein d'abeilles qui rentrent dans le studio. Voilà. Nous faisons du miel ensemble. Voilà, les fenêtres sont fermées, je les évacue une par une et elles reviennent et je ne sais pas par où. Et il n'y a que aujourd'hui maintenant. Et il y a un lien particulier avec les abeilles. Notamment avec le miel. Tout de suite, c'est un amour du miel. Donc, je ne sais pas la reine des abeilles. C'est la fécondité. C'est la fécondité. Oui, non, mais là, c'est vraiment impressionnant. J'avoue que là, je ne m'explique pas. Je le dis fort, pardon. Donc, donc voilà. Je vais le dire moins fort. Dis-moi, on a vu comment tu aujourd'hui quelque part désirais d'ouvrir ouvertement cette image et cette résonance avec qui tu es aujourd'hui, de l'offrir au monde, qu'importe les projections, le regard des autres, j'allais dire. En tout cas chez toi, d'assumer pleinement qui tu es aujourd'hui. On va essayer. Je crois que c'est tout notre travail, d'accepter qui on est ou de s'aimer, c'est ne plus dépendre du regard des autres, que ce soit dans l'intime ou auprès de ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, cela étant dit, Céline, on a pu voir d'une manière générale, et on comprend que c'est au cas par cas, comment tu peux entreprendre, donner des soins à celui ou celle qui le désire. Un autre élément, c'est l'association Manu Iti. J'aimerais que tu nous en parles un peu, que tu nous dises pourquoi tu participes de cette association. Alors déjà, Manu Iti, ça veut dire petit oiseau en polynésien, mais l'origine, c'est le petit porteur de mana. Donc le mana, le fameux mot qui veut dire en sanskrit l'esprit, en polynésien l'esprit, l'autorité, le pouvoir, et pour moi l'énergie sacrée. Donc en fait, j'ai constitué cette association pour me cacher, soyons clairs, c'est-à-dire que je l'ai faite avec une des personnes qui était en stage en fait avec Luc Baudin. Toutes les deux, on s'est retrouvées déjà côte à côte pendant le stage, donc là aussi une synchronicité évidente. Elle travaille sur le mana dans son activité professionnelle en fait pour l'Office du tourisme de Tahiti qui fait la promotion du mana pour en fait ouvrir en fait la destination au mana, donc à cette énergie sacrée. Donc on s'est retrouvés et moi je lui ai dit il faut que je fasse quelque chose parce qu'elle sentait que j'avais besoin. Elle m'a dit il faut que tu cadres en fait tes activités. Donc elle m'a fait rencontrer un coach, Tuomo, là aussi que je remercie et qui m'a aidé en fait à
formulé ça autour de 5 piliers fondamentaux qui sont devenus en fait les 5 piliers fondamentaux de l'association, et on a créé l'association. Avec donc Tuomo et Veeri, on était tous les 3 et on a lancé cette association. On pensait avoir 8 personnes, on en a eu 20, et on leur a posé des questions sur le nom, sur les piliers, sur ce qu'il fallait qu'on fasse. Et aujourd'hui, l'association, son objectif, c'est vraiment de promouvoir le mana, donc cette énergie sacrée polynésienne, de dire au monde il existe une énergie sacrée polynésienne, il existe des possibilités de reconnexion à Tahiti, puisque nous sommes une terre chargée de mana et chargée de cet héritage ancien sacré. Donc vous venez découvrir Tahiti. Et puis c'était aussi un message pour les Polynésiens. Renouer, reconnecter à cette Polynésie d'antan qui, pendant entre guillemets 200 ans, 300 ans, a été un peu mise de côté, voire écartée, voire meurtrie. Donc c'est vrai que notre association, aujourd'hui, on essaye de faire différents types d'activités pour proposer une manière d'accéder à ce mana. Parce que quand on est en Polynésie, le mot mana, il faut comprendre que c'est comme un monument, quoi. C'est un mot très très fort. On m'a dit plusieurs fois, Céline, si tu utilises le mot mana, tu as intérêt à en avoir beaucoup. Une espèce de retour sur le mana. Je dis ok, j'en ai conscience. Donc c'est pour ça aussi qu'on a pris du temps, qu'il y a plusieurs personnes dans l'association qui travaillent avec moi, qui agissent avec moi, parce que c'est un monument de sacralité, un monument d'identité, un monument de rêve. Symboliquement, c'est lourd. Oui, c'est très lourd, très chargé, fort, très chargé. Ça relie pour moi à l'ensemble des autres civilisations. C'est une manière de voir l'ensemble des sacralités, de l'ensemble des pratiques énergétiques du monde entier. Donc on collabore avec ces autres, pour moi, écoles, entre guillemets, ou énergie, enfin peu importe comment on les appelle, ces autres cultures, ces autres civilisations. Et donc nous, on est là pour essayer d'apporter la touche polynésienne, on va dire, parce que on estime qu'elle est moins connue. On est passionné par elle, et puis elle a sa contribution. Le mana, si je devais en dire quelque chose, vraiment par rapport peut-être aux autres énergies, c'est que la Polynésie est une énergie très féminine, très ancrée dans la terre, très ancrée dans la nature, très ancrée dans le corps. Donc nous, on va être là pour défendre l'intuition, le corps, la nature. On va être là pour défendre le présent. La notion de futur n'existe pas en Polynésie, on parle de prochain présent. Et le passé, ce sont les tupuna, les mémoires. Donc c'est différent de passé. Et donc le mémoire, on le porte, le tupuna porte ses mémoires. Et donc on est sur une manière très différente en fait d'envisager le temps. Et c'est pour ça que je dis, moi je suis médium au présent, je suis dans un temps présent et je prépare très peu mes soins. Je me connecte, je me déconnecte. J'oublie quasiment, la personne revient, je vais me reconnecter, je vais me rappeler. Bon, je me souviens de certaines choses parce que c'est tellement fort que, bien sûr, je vais m'en souvenir. Mais il y a des choses que j'aurais oubliées. Certains me disent, tu sais, tu m'as dit ça. Je dis, oui, j'étais connectée, donc j'ai oublié une partie. C'est une manière de se préserver aussi. Mais c'est fondamentalement dans un présent qui donne un pouvoir de guérison très fort, un pouvoir de conscience très fort et un pouvoir d'émerveillement, j'ai envie de dire. Le mana, pour moi, c'est s'émerveiller autour du monde, c'est accepter cette terre qui nous entoure et qui nous aime. Tu proposes, en dehors des séances individuelles, des initiations. Alors j'aimerais que tu puisses nous en parler un peu, notamment des codes de communication environnementale à travers l'exemple de l'eau. Oui, alors ça c'est mon activité de prof et de conférencière. Vu que j'ai vu ça sur ton site Hervé Bazin, je me suis dit que c'était en lien avec justement ton travail de médium ou de C'est bien de me le dire parce que j'ai entendu le message et je pense que ça fait effectivement pour. Et en même temps, tu vois, vu comment l'eau t'a suivi tout du long, je n'ai vu aucun problème à ce que tu puisses faire des initiations en rapport avec l'eau. Oui, tout à fait. J'en fais complètement. Il faut comprendre que la première fois qu'on m'a demandé une initiation, c'était en lien avec l'eau. Donc c'était une jeune femme qui voulait qu'on aille à une cascade. Alors ça s'est pas fait parce que je pense qu'elle refusait inconsciemment, mais j'ai entendu le message et parce que peut-être que je refusais aussi inconsciemment, j'étais pas encore prête. Je viens donc de commencer à essayer de proposer
des formations. La première, c'était sur les lois de l'univers. J'ai eu 6 personnes, j'avais demandé 6 personnes, donc j'étais ravie. La deuxième, c'était sur l'eau, donc autour d'une cascade qui m'a beaucoup aidée dans mon réveil, qui est très dans l'énergie féminine. Je voulais 10 personnes, j'en ai eu 12, 15 inscrites. J'ai dû refuser des gens parce que je voulais limiter à 10. J'avais demandé 10, j'en ai eu 12 parce que 2 personnes sont venues un peu de manière... J'ai dit, bon, j'accepte d'avoir plus de personnes que prévu. J'en ai fait une autre sur la compassion, 3 personnes, très difficilement. Donc, je me suis dit, c'est pas ça. Et en fait, en parlant avec les personnes, tout le monde m'a dit, mais Céline, tu dois faire sur l'eau. Et je t'entends quand tu me dis les codes de communication sur l'eau, parce qu'en fait, là, je suis en train de commencer à travailler sur... Déjà, dans la logique polynésienne, il faut savoir que le mot eau est décliné en verbe, est décliné en prénom, est décliné en lieu, veille. Hein. Et donc, il y a un lexique de mots assez énorme. Il y a des centaines de mots, en fait, sur l'eau. C'est comme les Esquimaux, quoi. Voilà. Donc, ça veut dire que il y a autant d'énergie derrière tous ces mots. Donc, il y a autant de possibilités de soins. Et c'est vrai que là, quand j'ai commencé à réfléchir à ça, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, tu dois faire une médecine de l'eau, des soins de l'eau, des soins de l'énergie de l'eau. Et donc, du coup, c'est en train de se construire. Je suis en train de l'écrire, en train de le mettre en forme. Je le mets en place, comme je le dis, je pense, j'ai dit ça à un ami il y a quelques jours, je dis ça va sortir en juin, juillet, août, hein, parce qu'on sait des choses, donc je sais qu'en juillet, août, j'aurai plus de temps, donc je pense que ça va commencer à se mettre en place. Je te redonne là, ainsi qu'aux internautes, j'ai eu l'occasion de t'en parler, Jacques Collin, Au-delà de l'eau, aux éditions Très Daniel, je crois, très bon livre, et un homme fascinant que j'ai interviewé, qui je pense pourrait... t'aider ou en tout cas complémenter ce que tu pourrais mettre en place par rapport à l'eau. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Est-ce que on t'a déjà appelé pour ouvrir des endroits, alors à Tahiti même ou sur d'autres îles aux alentours, puisqu'on parle de code d'activation, ouvrir des lieux où, notamment en rapport avec des énergies fortes qui étaient en sommeil, voire avec certains esprits particulier, au regard peut-être des temps que nous vivons. On me l'a proposé, je pense, 2-3 fois. J'ai toujours refusé parce que je pense qu'il y a des personnes bien plus expérimentées pour moi pour le faire, notamment sur Tahiti. Il y a quelqu'un de très bien qui le fait. Et tu l'as déjà accompagné, lui ou elle? J'ai eu plusieurs fois son nom, on ne s'est jamais rencontrés, ça se finira par avoir lieu. Parce que je pense qu'il y a une part de moi qui a encore du mal à comprendre ça. Même si je l'ai vécu. Mais voilà, il doit y avoir quelque chose encore de douloureux par rapport à ça. Donc je sais que ça se fait. J'ai déjà vu un portail d'énergie. Je pense déjà plus ou moins avoir participé à son activation. Hier, je suis allée faire un soin à Notre-Dame. Je commence à prendre conscience, en fait, qu'on peut agir sur les lieux, qu'on peut les aider. Et ça a été quelque chose, c'est, on va dire, moins inné chez moi. Donc, pour l'instant, peut-être que je le ferai plus tard, avec l'eau. D'accord. On arrive quasiment à la fin de cette émission, Céline. En rapport donc avec ces différents lieux ou initiations, lorsque là tu reviens en France, tu n'étais peut-être pas revenue depuis 6 mois, quelque chose comme ça Non, j'y suis revenue, c'était il y a 3 mois. De manière, j'ai fait une première conférence d'ailleurs sur le mana dans le salon du bien-être et des médecines alternatives. Et c'est vrai que je reviens plus en France maintenant. Alors que pendant 1 an et demi, je ne suis pas retournée en France. Et pour ceux et celles qui pour le coup, nous écoutent, qui sont en France ou en Europe, qu'est-ce que tu pourrais peut-être nous dire sur ce que tu as ressenti d'une manière globale? Parce que tu as fait un petit détour par le Portugal avant de revenir en Île-de-France. Et je ne sais pas dans quelle mesure tu t'es ouverte à l'information, parce que tu parles de Notre-Dame, donc c'est aussi intéressant. De ce que nous vivons en ce moment et de ce que tu pourrais nous en dire. Ouais, alors, tout de suite après mon réveil, quand je suis revenue en France, donc déjà quand il y a eu les attentats de Paris, c'est important pour moi de le dire, j'ai fait une dingue. J'ai fait une dingue en France. Donc, ça s'appelle une dingue. La dingue, c'est une maladie. Oui, la carrément. Dingue. Voilà, j'ai fait la dingue. Donc c'était assez drôle parce que mes parents m'ont dit tu es officiellement dingue, évidemment. Je venais de découvrir mes activités de médium. Donc ça a été très fort pour moi de vivre ça, de ressentir une colère de la terre. Je suis pas revenue pendant quasiment 1 an et demi. Puis une profonde tristesse, Paris pleurant, les Parisiens pleurant, moi pleurant aussi, je m'inclus. Donc, voilà. Quand je suis revenue après, j'ai trouvé ça très lourd. J'avais du mal à rester plus de 2 heures dans Paris. Je trouvais qu'il y avait une énergie
statisme, de mensonges, d'illusions, enfin voilà. Et en même temps, quand même des choses belles, des belles rencontres, il y a des arbres, il y a des beaux monuments, enfin voilà, un mélange, mais pour moi c'était dur à vivre. Et plusieurs fois j'ai annulé des rendez-vous parce que j'ai tout fait et je rentrais chez ma maman, parce que j'étais chez ma maman et elle a un magnifique en fait parc avec des étangs et j'allais marcher le long de ces étangs parce que j'avais besoin de me reconnecter à la nature. Donc ça a été un processus. J'ai senti quand même le poids de certaines choses. Alors comment les définir, c'est difficile. Ce que je peux juste dire, c'est que moi j'avais du mal à être là. J'avais du mal à rester là parce que je sentais des mélanges de colère, d'ego, enfin beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui circulaient. Et en même temps, des belles énergies, puisqu'il y a quand même des personnes. Donc un mélange. C'est sûr. Mais je pense que j'étais encore plus réceptive du négatif, parce que j'avais encore peut-être du mal à me préserver. Voilà, là je suis revenue, déjà donc je reviens plus qu'avant. Mes voyages se passent de mieux en mieux, j'ai envie de dire énergétiquement parlant. Je trouve de plus en plus Paris belle, les Parisiens beaux, les Français beaux. Je veux dire, moi quand je vais, les serveurs sont toujours super gentils, on m'a offert des fleurs hier. Enfin, je veux dire, je vis des choses. Même le Parisien qui était à côté de moi, il m'a dit mais comment tu fais? Et en fait, j'émane une lumière, je suppose. Enfin, j'espère. Modestement, ouais. je crois. Hein. Enfin voilà, moi je parle à tout le monde. Je parle à tout le monde. Je vis plein de trucs. Je fais plein de rencontres avec plein de gens. J'écoute plein d'histoires en fait. Ouais, c'est vrai que là, je suis allée à Notre-Dame parce qu'en fait, j'ai compris que ça faisait un mois. J'avais rien qui se passait pendant 2 heures à Notre-Dame. J'ai tout de suite compris. Les guides voulaient que j'aille à Notre-Dame et donc je suis allée la voir. J'ai trouvé la terre très contente en fait. Je l'ai trouvée libérée, je l'ai trouvée joyeuse. J'ai eu d'ailleurs plein de Marquisiens qui sont venus avec moi, de Polynésiens qui sont venus avec moi. On a dansé autour de Notre-Dame, etc. Par contre, l'église plus difficile d'accès, avec les émotions en fait des catholiques, beaucoup de pleurs. Et donc je suis rentrée dedans. Alors j'avais refusé de voir des images en fait de l'intérieur. Et ce qui m'a marqué, c'est l'autel que j'ai trouvé quasiment intact en fait. Et on m'a montré des photos après. Et effectivement, il est assez intact. Donc ça, c'était une manière encore de me prouver à moi-même que tout ça avait une réalité, parce que malgré tout, je reste rationnelle. Et c'est vrai que j'ai senti la communauté catholique chrétienne meurtrie, une forte meurtrie. Et en même temps, j'ai jamais été aussi heureuse à Paris depuis mon réveil. C'est-à-dire que je sentais l'air beaucoup plus nettoyé. J'ai senti, je trouvais que les murs étaient plus propres, d'une certaine manière, plus gais. J'avais l'impression que le cœur de Paris avait libéré des choses. C'est vrai qu'on a vécu un horrible incendie. Et la seule 2 images que j'ai vues, c'était donc l'effondrement de la flèche, moi qui m'a serré le cœur, c'était très très dur à voir. Et ensuite, l'image aérienne, on voit la croix de sang. Ouais. Pour moi, et je dis, oula, le message que le père, la mère, le fils, la fille nous envoie, je me suis dit, ok, on est en train de nous dire, il y a un changement qui va avoir lieu. Là, il est temps de changer. Donc cette espèce de lourdeur... Ok, on va enlever ses mémoires. Il est temps d'enlever ses mémoires. Il est temps de faire race du passé d'un certain nombre de choses douloureuses. J'ai vu beaucoup aussi des cris, moi, des charpentiers qui avaient fait. Je les ai vraiment vus. Et je me suis dit, on va en avoir des nouveaux. On va avoir vos arrière-petits-fils qui vont venir rebâtir cette... ma maman qui est très positive et qui, je pense, était en larmes quand elle m'a dit, tu sais, au moins on aura une nouvelle cathédrale. Donc c'est vrai que on va avoir une nouvelle cathédrale, on va avoir un nouveau Paris. Et j'espère qu'on va avoir une nouvelle société, entre guillemets, qui va, elle n'a pas complètement été détruite. Donc ça veut dire qu'on va trouver un intermédiaire entre cet ancien et ce nouveau. Et voilà, donc je trouve que l'Europe, elle est en crise, je veux dire... C'est dur ce qu'on voit, la crise politique, la crise sociale, la détresse. C'est l'écologie, économique, c'est dans tous les sens. Et en même temps, il y a beaucoup de choses positives qui sont en train de se passer. Et j'ai envie de dire, s'il faut donner même au Portugal, j'ai vécu énormément de joie. Alors que la première fois que j'avais été au Portugal, j'avais retenu le fado de la tristesse, je t'ai expliqué. Et là, j'ai trouvé le fado non plus dans une forme de tristesse, mais dans une forme de acceptation, ouverture. Il y avait eu un changement en fait. C'était, on a beaucoup dansé, on a beaucoup chanté. Je me suis dit, on a une nouvelle manière de travailler en fait en Europe, beaucoup plus joyeuse. Donc je trouve qu'il y a plus de joie, qu'il y a plus de lumière. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et, j'espère que ça va se continuer à se confirmer, à se propager, à se partager.
Céline, cette émission est terminée. Un grand merci pour être venue là, déjà, pour ta confiance. Merci, avec plaisir. Je ne peux que te souhaiter bon vent pour la suite, Merci. plein de bonnes choses, ça j'en doute pas, je devrais te dire. En tout cas pour tous ceux et celles qui nous écoutent, vous retrouvez tous les compléments d'informations que vous souhaitez, email, chaîne YouTube, site internet, numéro de téléphone, peut-être, ça tu me donneras ce que tu veux bien qu'on communique. C'est sur l'article consacré à Céline sur la page d'Immédiat. Donc n'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil pour avoir ces informations. N'hésitez pas non plus à écrire à Céline si vous avez des questions, à lire ces différents ouvrages si vous souhaitez vous les procurer. C'est sur son site internet. Autre élément, vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut, un pouce vers le bas, à laisser un commentaire, que ça soit sur la chaîne YouTube, sous la vidéo ou sur le site internet, sur la page consacrée à Céline pour cet entretien. Voilà, je pense avoir tout dit. Et puis si effectivement vous souhaitez nous soutenir, que vous appréciez nos programmes, n'hésitez pas à partager la vidéo et financièrement 1-2 € par mois, ça serait super, merci par avance. En vous souhaitant bon vent à vous aussi, chers internautes, au mois prochain pour un nouvel espace thérapeute, au revoir.